Salut, vous êtes là. Salut Internet, salut YouTube. Venez avec moi. Alors, aujourd'hui, bienvenue évidemment dans The Furious Cucumber featuring Pen and Game, moi-même. Et aujourd'hui, on est invité chez The Rose Noire Edition. Voilà, regardez, Rose Noire Edition. Et ils vont nous parler de leur jeu The Transpersonage. En français, le transpersonnage. A tout de suite. Donc là, on est dans les bureaux de Rose Noire Edition, en présence donc de... Maxime Latour, chef de projet, merci. Ouais. Maxime Latour, chef de projet chez Rose Noire Edition depuis 3 ans maintenant. Moi, je m'occupe de chapeauter toute la partie créative des projets, développement avec les auteurs et tout ce qui est communication autour du jeu. Et Nicolas Raymond, moi je suis le fondateur de Rose Noire Edition. Je l'ai créé il y a 4 ans maintenant presque, en 2019, pour porter un premier projet de deck building autour des startups, qui s'appelait Start Them Up, dont on avait fait un premier financement qu'on avait financé et qui nous a permis aujourd'hui de nous rentrer, de nous lancer sur le marché et dans le milieu public. Et aujourd'hui, on a Transpersonnage en campagne de financement participative, dont Max, effectivement. Parce que là, c'est votre plus gros projet. Ouais, c'est vraiment... Parce que là, c'est ambitieux, quand on voit la proposition. Ouais. Oui, mais on aime bien, nous, ne pas refaire exactement les mêmes choses, déjà, premièrement. Si on devait avoir une ligne éditoriale chez Rose Noire, ce serait de raconter des histoires, d'essayer de faire vivre des émotions auprès de nos joueurs. Et là, Transpersonnage s'y prêtait vraiment. C'est un univers qui est ultra vaste et en même temps très restreint par rapport au thème et par rapport au lieu dans lequel tout se passe, puisque c'est dans un train. Et c'était un sacré challenge quand on l'a découvert l'année dernière dans l'émission Prototypes de Théo Rivière, qu'on salue bien fort. On s'est vraiment posé la question, est-ce qu'on a les épaules ? Ouais. Et on s'est dit, de toute manière, c'est en le faisant qu'on découvrira si on a les épaules pour le faire. C'est en faisant qu'on découvrira. Exactement, voilà. Donc, et on y a vu une opportunité. On avait, nous, vu le film déjà. On avait vu aussi la série. On a dû relire la BD, parce que c'est une BD qui date des années 80 quand même. Donc, il ne faut pas l'oublier. C'est tiré d'une BD éditée par Casterman, de Jacques Loeb et Jean-Marc Rochette. Donc, Jacques Loeb étant l'auteur, qui est malheureusement décédé, et Jean-Marc Rochette, qui est l'illustrateur. Et donc, quand on a vu ça, on s'est dit, waouh. Et qui est toujours en vie. Qui lui est toujours en vie, et il se porte très bien. Il a sorti une nouvelle BD il y a peu. Il a d'ailleurs été exposé dans toutes les gares de France, des énormes images et impressions de ses travaux. C'est super, tout ce qu'il fait. Et on l'a vraiment pris comme un challenge qu'on avait envie de mener. On s'est dit, tiens, on y va, on va voir. Et qu'est-ce qui vous a donné l'idée de transposer ça comme une pose d'ouvrier ? Est-ce que ça a été naturel ? Est-ce que ça a été une évidence pour vous ? Ça, si tu veux, je peux Alors ça, ça va être plutôt Max qui va pouvoir répondre à ces questions. Ça, effectivement, ça va être plus une question au niveau du suivi du jeu, du développement. Il faut savoir que nous, quand on a repéré le prototype, en fait, l'auteur avait déjà développé la majorité du jeu. Donc la mécanique de poste d'ouvrier était déjà là, la semi-coopération était déjà là, les échanges étaient déjà là. Nous, la partie qu'on a apportée, c'était... moi, c'est mon premier projet en tant que vrai chef de projet. Avant, c'était beaucoup de communication chez Rose Noire. Et du coup... je me permets de te couper. Oui, vas-y. Non, tu avais aussi fait un petit peu de gestion de projet sur Start Them Up et Skate Legend aussi. Mais là, c'est vraiment de A à Z. C'est découverte du projet, travail avec l'auteur et t'amener à bien le projet jusqu'à la campagne. Moi, j'ai vraiment peu mis les pieds dedans, quoi. Oui, pour l'instant, parce que je t'occuperai de la partie production, etc. Évidemment. Après, exactement. Mais du coup, oui, effectivement, quand on a récupéré le prototype, en tout cas, quand on a découvert l'auteur avec son prototype, on s'est dit qu'il y avait vraiment un truc intéressant avec cette mécanique-là de semi-coopération. Et donc, ce que j'essayais de développer avec lui, c'était de le challenger en fait sur des mécaniques, sur des idées. Essayer de lier encore plus narrativement certaines cartes, certaines composantes du jeu. Et donc, tu parlais de poste d'ouvrier, par exemple. Ça, c'est rapidement une idée que l'auteur, donc Maxime Artru, a eu avant qu'on le rencontre. L'idée, c'était... il voulait que
comme on est dans le transpersonnage, et donc on a besoin les uns des autres, il voulait matérialiser les actions du train mécaniquement. Et donc, il s'est dit que la pose d'ouvrier, c'était super malin, parce qu'en fait, ça correspondait complètement au fait d'aller travailler dans le train et de s'entraider. Personnellement, ça me semble tout à fait approprié. C'est justement, c'est tout à fait approprié, c'est ça qui est très cool avec le jeu. En fait, il y a beaucoup de thématiques, vous allez voir dans le jeu, qui sont très liées avec les mécaniques. Et la pose d'ouvrier, c'est pas une mécanique de pose d'ouvrier, c'est pas la mécanique centrale. Tu vois, c'est pas le pilier du jeu. C'est une mécanique de pose d'ouvrier qui est un peu plus light que ce qu'on a l'habitude de voir. Mais par contre, la façon dont elle est amenée, je la trouve très intéressante parce qu'elle permet de bluffer dans le jeu. Mais ça, si vous voulez, on pourrait y revenir après sans problème. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a toute une dimension de communication entre les joueurs et c'est aussi ça qui est, pour moi, à mon goût, beaucoup plus intéressant et stimulant. Donc je préfère, moi, avoir une formule avec une pose d'ouvrier plus light et plus d'échanges entre les joueurs. C'est vraiment ce qu'on a voulu. Oui. Tu n'es pas un trépied. Mais même si tu me dis que je suis parisien. Il est polyvalent. Je suis polyvalent, écoute. Je suis polyvalent. Trépied, mais c'est vraiment un truc sur lequel on a insisté. Et là, pour le coup, je me permets d'en parler parce que là, ça correspond à la ligne éditoriale de Rose Noire de faire vivre des émotions. Et il n'y a rien de plus vivant de proposer un jeu où on va avoir vraiment des interactions entre les joueurs plutôt que de les laisser jouer dans leur coin. Ouais. Il y a des jeux, et attention, mais c'est vrai que je dénigre pas les autres jeux. Il y a des poses d'ouvriers où chacun fait son petit play de son côté. Voilà, et ça peut After Us, là, dernièrement, qui est un peu dans ce modèle-là. Mais chacun ses goûts. Voilà, c'est ça. Ça fonctionne, ça plaît, il n'y a aucun problème. Nous, c'est pas ce qu'on voulait proposer. On voulait vraiment proposer un jeu où tu te rends pas compte du temps qui passe, et j'espère et je pense qu'ils ont fait le boulot. Moi, je m'inclus, mais en fait, c'est surtout Max qui ont fait ce travail-là. Et ça correspond, c'est pour ça que j'ai rien dit, moi, en tant qu'éditeur. Je me suis laissé vraiment en retrait parce que le travail était là et c'était vraiment ce qui correspondait à l'image, et ce qu'on voulait. Ou des joueurs, on a vu à Cannes, qui se levaient, qui criaient, qui rigolaient, qui s'engueulaient. C'est ça qu'on voulait, c'est vraiment les émotions. Et c'est pas toujours facile d'arriver au résultat justement attendu. C'est qu'on a une idée, il faut l'amener jusqu'au bout et il faut la faire marcher, il faut que ça fonctionne. En fait, surtout, ce qui est dingue, c'est que là, on parle beaucoup d'interaction, mais pendant presque plusieurs mois de développement du jeu, pour nous, c'était pas le plus fort, l'interaction. Ouais. En fait, on l'avait presque pas mis en avant. Ouais. Et en fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure des parties et des tests que c'était ça la force du jeu. Ça s'est révélé. En fait, nous, on n'avait pas développé le jeu en mode on veut qu'il y ait l'interaction et on veut que les gens se gueulent dessus. C'était pas ça le but. Le but, c'était semi-coopératif, effectivement, et que tu puisses trahir au bon moment. C'était très mécanique. Et en fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure du jeu, en épurant aussi certaines choses, que en fait, les interactions, elles se créent naturellement. Et du coup, c'était ça la vraie force du jeu. Et ça s'est révélé au fur et à mesure. Et du coup, on a, là, c'est juste un aspect purement communication, mais on a un peu pivoté dans la com en se disant, en fait, la force du jeu, c'est l'interaction. Donc c'est ça qu'on va mettre en avant. Parce que c'est ce qu'il faut mettre en avant. Parce que c'est la force du jeu, tout simplement. Encore un jeu qui... Je t'en prie. Ouais, pour avoir le son. C'est encore un jeu qui va nous faire perdre des amis, quoi, comme Galerapagos, comme... C'est le but, c'est incroyable. Non, parce que j'ai réussi à perdre des amis sur Galerapagos, je le dis. Ah ouais, ça c'est allé jusqu'au clash. Attendez là, tu joues sérieusement. Et sur Cerber aussi, il y a eu un gros clash. Ouais. Jeu d'affrontement comme ça, enfin de semi-coopération, c'est le truc. Et pour la petite blague, Max voulait mettre à la fin des règles, l'auteur et l'éditeur ne se portent pas garant. Décline, voilà. En cas de perte d'amitié. Voilà. Au moins, ça annonce la couleur. Voilà, c'est ça. Je pense que ça sera ajouté à la fin des règles. Et l'auteur, en fait, il est sudiste aussi ou il est d'ailleurs? Pas du tout. Vas-y, tiens. L'auteur, merci. L'auteur, lui, il est lyonnais. Ah d'accord. Ça va, ça reste dans le sud. Ça va, alors. C'est pas extrême nord, mais bon. Pour moi, Lyon, en tant que Marseillais, pour moi, voilà, Lyon, c'est compliqué. Les gens du sud, c'est le nord. Pour les gens du sud, Avignon, c'est la limite. Voilà, c'est déjà le nord. Et que c'est déjà compliqué. Et en fait, donc il est lyonnais. Donc nous, quand on communique, c'est à distance, comme 90% du milieu ludique. Et les fois où on se voit, c'est en festival, en fait, tout simplement. Quand on vient présenter le jeu, donc c'est l'occasion de se voir. Donc c'est cool parce qu'on n'a pas beaucoup de moments où on peut se voir. Lui n'étant pas de souci. Lui n'étant pas auteur à temps plein, du coup, les moments pour bosser ensemble, c'est plus compliqué parce que nous, on est à temps plein. Donc on bosse la journée, lui le soir. Donc là, c'est compliqué. Il a un métier et à côté, il est auteur. Voilà. Donc du coup, lui bosse le soir, nous la journée. Vous avancez plus vite que lui, du coup, sur le projet, puisqu'il est moins disponible. Voilà. Du coup, oui, c'est notre rôle d'éditeur. Après, nous, on récupère le projet là où quasiment beaucoup de choses sont terminées en termes de développement. Donc c'est des trucs que lui n'a pas besoin d'intégrer, sur lesquels nous, on doit bosser.
Et du coup, effectivement, c'est un peu plus compliqué sur certains échanges parce qu'on est un peu en décalé. Mais après, c'est l'effort de chacun et c'est aussi le but du métier. Hein. C'est de faire des efforts. On est dans un métier créatif, donc tu dois beaucoup t'impliquer. Et c'est ça qui est vraiment cool là-dedans. Et ensuite, comme tu disais, donc, effectivement, il n'est pas sudiste, il est lyonnais, donc on le voit en festival. Et c'est aussi l'occasion en festival de pouvoir donner de vive voix des idées qu'on aurait eues en visio. Ouais. Mais les partager en vrai, il y a une vraie sensation. On est ensemble pour voir des vraies parties du jeu. Donc, on voit des choses qui se passent sur la table qu'on n'a pas forcément en virtuel. Voir comment l'esprit a convergé et tout ça, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Je donnerais un élément de comparaison. C'est comme qu'on va jouer sur Tabletop Simulator pour faire aller voir si la mécanique fonctionne, alors que quand on joue en vrai, ça ne va pas du tout avoir le même retour. Exactement. Et même la même impression, parce que c'est plus laborieux, c'est plus long, et on ne va pas avoir le même feeling. On est en plus dans une industrie du jeu de société, on n'est pas dans du jeu vidéo. Donc on a vraiment besoin du matériel pour... Ça fait partie de l'expérience. Et donc c'est là où moi après ma partie sur ce projet-là va arriver, parce que je m'occupe de toute la gestion de la boîte, mais aussi de la prod sur les jeux. Mais c'est hyper important pour nous de proposer un matériel qui va correspondre à l'expérience qu'on veut donner. Donc effectivement, en tant que jeu de société, le tester sur TTS, sur Tabletop Simulator ou sur ce genre de plateforme, c'est très bien pour valider une mécanique. C'est un bel outil. C'est un très bel outil, il n'y a pas de problème. Maintenant, comme dit Max, quand on se retrouve en festival avec l'auteur et qu'on peut prendre un peu de recul, on a une table ou deux qui jouent et on dit tiens, regarde là, on avait imaginé qu'il pourrait se passer ça et en fait, on est passé complètement à côté, ils sont en train de faire ça. Bon, peut-être qu'il faut qu'on ait du taf. Ou au contraire, il faut peut-être qu'on rebosse sur ce sujet-là. Ou au contraire, regarde, super, on valide quelque chose là. Regarde ce qui se passe, c'est super beau. Et c'était le risque de passer à côté d'un élément important du jeu en se contentant de faire simplement une simulation sur Tabletop. Ah oui, non, mais ça n'aurait pas été possible. Ouais, clairement pas. Après, sans prendre la défense de Tabletop, je trouve que ça permet d'un point de vue backer ou d'un point de vue joueur de backer par exemple. C'est pas suffisant. Moi je sais que là transpersonnage, ça fait longtemps que je suis le projet, je suis quasiment depuis le début, donc j'avais envie de backer même sans ça. Mais je veux dire, il y a des certains pledges, vraiment. Il y a certains pledges où je me suis dit, le jeu me plaît, mais est-ce que je vais pas le tester quand même sur Tabletop pour voir pour voir les limites du jeu, quoi. Même si Tabletop a ses limites, parce que comme on dit avec Nico, on a fait une partie. C'est quoi qu'on a joué Eclipse Non, attends, ça va me revenir. C'était Edge Andromeda. Edge of Andromeda. Edge. Ouais. Et ça avait l'air super chouette sur le papier. Et après, il y a vraiment les limites de Tabletop, c'est-à-dire que tu n'as pas les déplacements des doigts, donc tu mets 10 ans à faire le truc. On a fait une vidéo, elle fait 3 heures. Même si tu as l'impression que ça va vite, c'est plus long. Notre vidéo, elle fait 3h50, je crois, ou 3h40, je sais plus, sur Tabletop. Mais ça nous a permis, d'une autre manière, de voir que finalement, le projet n'était pas vraiment fait pour nous, parce que le côté poste d'ouvrier... C'était trop long. Avec, le poste, oui, on l'aurait eu en vrai. Mais il y a quand même eu ce côté où on s'est dit... il y a trop de postes d'ouvriers pour le coup inutiles. Voilà, pour moi, ça manquait d'effets impactants. L'affrontement n'est pas probant par rapport à ce que tu dis justement sur le transpersonnage. J'ai l'impression toujours de faire une espèce d'entretien, une espèce de routine, et qu'au bout d'un moment, c'est peut-être pas ça que j'attendais de ce style. Surtout que c'est un peu space fantasy, donc tu t'attends à ce que ça soit un peu plus. Alors ça remplissait toutes les cases. C'est science-fiction, donc tu t'attends qu'il y ait un peu d'affrontement, des vaisseaux qui se battent, machin. Et qu'il y avait un jeu qui était c'est assez limité, Eder Revel, qui justement avait déjà bonne réputation. Oui, leur premier jeu avait très bonne réputation. Mais c'est vrai que du coup, pour ma part, en tant que backer, je trouve que le Tabletop, des fois, ça a du sens. Voilà. Du coup, ma question suivante, c'était est-ce qu'on aura la possibilité d'essayer le... Alors, on n'en a pas encore parlé officiellement. L'info est exclusive. L'info est exclusive pour vous. Mais ça va arriver dans les jours qui viennent, évidemment. On a un mode TTS en développement par Xilis de Code. Je peux le citer, il sera évidemment crédité, etc. Qui est un membre super du forum Code et qui est très très chaud sur Tabletop en termes de modding. Vraiment, c'est aberrant tellement il est chaud dessus. Et du coup, il nous fait une mise à jour. En fait, il avait développé avec l'auteur le premier mode TTS quand nous on n'était pas encore dans l'aventure. Et là, il développe la mise à jour en fait du mode TTS parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis les versions de l'auteur. Est-ce qu'on aura la locomotive 3D sur le TTS? Alors, il y aura malheureusement pas la loco 3D. Malheureusement, on aurait aimé, mais elle est pas. En fait, le design 3D prend beaucoup de temps à faire. Donc ça sera partie prod avec Nico après la campagne tranquillement. Donc malheureusement, on l'aura pas. Mais par contre, tu parlais de manipulation de jetons, etc. Ouais. Il a fait une automatisation qui est folle sur les
les actions. Script, Il a fait beaucoup de scripts et c'est assez dingue. Sur Discord avec le créateur de Artefact, je sais pas si Oui, ça te parle. bien sûr. Et lui, il a fait pareil, il a fait une version entièrement automate du truc. Donc t'appuies, ça fait avancer C'est un confort de jeu. les dessins et tout. Et du coup, t'as pas besoin de chaque fois de tirer le truc, poser le truc, de te faire des multiples écrans et d'aller dans les bons endroits, tout ça. En fait, c'est assez cool d'avoir des modes qui sont vraiment bien développés et qui sont aboutis. Parce que d'une part, ça permet à l'éditeur d'avoir des tests beaucoup plus concluants, parce que tu t'affranchis des limites du digital. Et ensuite, ça permet aux backers, aux testeurs, etc., d'apprécier pleinement le jeu, parce qu'ils s'affranchissent aussi de ces contraintes-là. Et donc, ça, c'est à double tranchant, mais positif, parce que justement, ça permet à l'éditeur et aux backers d'avoir une meilleure expérience, et donc de récolter plus de choses. Oui, parce qu'il y a quand même une exigence quand on pose un jeu expert un peu exigeant. Si en plus on superpose une couche de tabletop avec une manipulation difficile, après ça devient un peu trop lourdingue et on va moins s'amuser. C'est ça. Alors que le but, c'est quand même de profiter d'un bon moment. Oui, ça reste un jeu. Qu'on se foute un peu dessus, d'accord, mais ça reste un jeu de société. On est là pour passer un bon moment, pour se divertir, pour vivre une aventure, certes glaciale, mais si proposer une version numérique devient une purge, c'est pas utile. Mais c'est D'ailleurs, à ce sujet, j'ai une anecdote dessus. C'est qu'on a failli en venir aux mains, non, parce qu'on était par écran interposé, mais on a eu une partie un peu houleuse qu'on a coupée d'ailleurs dans Andromeda où on s'est énervé en mode putain, mais parce qu'en fait, on est fatigué par la manipulation et au bout de 3 heures, tu n'y arrives plus, quoi. Alors c'est vrai que tu n'as pas ce problème-là avec les objets, quoi. Et à ce moment-là, on perd de vue ce que doit être le jeu de société, qui doit être quand même une espèce de fédérer un peu tout le monde autour d'une partie agréable. Oui, d'un coup là, ça devient, comme tu dis, une purge de jouer sur tabletop. Et ce que vous soulignez justement, c'est ce que j'ai vu dans les Off de Cannes, c'est la convergence de l'intention, avoir une expérience de jeu assez condensée, réduite et satisfaisante. Sans avoir toute la lourdeur, parce qu'il y a des classiques, on peut parler de Mage Knight ou autre, où l'accès est difficile, on dit c'est un classique, on a envie de s'y mettre, mais c'est tellement exigeant qu'on va peu le sortir, peu le jouer et peu en profiter. Ah mais complètement. Ça c'est une vraie problématique qu'on a dans le jeu de société, c'est les barrières à l'entrée. C'est ça. Un jeu vidéo, si on doit parler d'une industrie cousine ou sœur, tu prends ton CD ou tu télécharges le jeu, tu mets play et boum, tu joues. Et tu vas avoir un didacticiel, une première partie du jeu qui va t'apprendre. Bon, là, je suis dans Hogwarts Legacy, donc bref. Où tu vas apprendre comment faire un sort, où tu vas sur Call of Duty apprendre à glisser, à sauter, à tirer, etc. Plus ou moins intégré d'ailleurs narrativement. Plus ou moins intégré, plus ou moins bien, effectivement. Je me rappelle que le Rayman, il était excellent pour ça. Voilà. Mais dans le jeu de société, on n'a pas ça. Un des seuls qui, pour moi, a vraiment fait un super boulot, c'est Unlock. Bon, après, je suis assez fan de ces titres-là. Mais on n'a pas de tuto, ou très difficilement, parce qu'on a toutes les règles à lire avant. Et sans parler des règles mal expliquées ou trop sans Ok. De Yellow. Ok. Les aventures de Robin des Bois de Yellow, Nico, il y a joué, il peut confirmer. Bon, il n'a pas trop aimé, mais... c'est pas mon type de jeu, après. Mais en fait, tu ne juges pas d'un point de vue t'as un plateau la qualité du jeu, c'est pas forcément pour moi. T'as un plateau en mode calendrier de l'avant, et tu détaches des trucs pour amener tes personnages d'un endroit à un endroit B. Et pendant la première partie, tu as tout un didacticiel qui va... Et après, tu as tout le livre, et chaque fois, ça fait comme un livre dont on est héros, tu as une arborescence, et tu vas au truc, et petit à petit... Donc en fait, tu n'as même pas besoin de lire le livre, parce qu'à chaque fois, les règles, ils te les expliquent au fil de la partie. Puis je me permets de compléter aussi, on parlait de l'accessibilité du jeu. Nous, on a un jeu qui est... Alors pour nous, il est expert, parce qu'il demande quand même d'avoir une motivation autour de la table, parce qu'il y a beaucoup d'échanges entre les joueurs. Donc il demande à ce que les joueurs connaissent quand même le jeu de société. Voilà, parce que c'est de la semi-coopération, donc il faut que tu aies des personnes impliquées. Donc ça dépend des joueurs et pas du jeu malheureusement, et c'est le propre de tous ces jeux-là. Mais par contre, en termes de mécanique, on a un jeu qui est ultra accessible. C'est qu'en fait, en un tour, tu as compris comment se joue le jeu. Et à part 2-3 petites subtilités de règles, où à la première partie, tu vas faire quelques allers-retours avec le livret de règles, en fait, tu n'as plus besoin après. Nous, dans les parties qu'on faisait à Cannes, on expliquait le premier tour, et après, la table tournée. Et donc c'était formidable parce que c'est là où on se rendait compte et on validait que le travail avait été bien fait en termes déjà d'explication des mécaniques, mais surtout d'épuration de celle-ci, parce que ça permet aux joueurs, toi par exemple, t'es joueur expert, tu veux ramener des gens autour de ta table qui ne sont pas forcément experts, eh ben, tu peux jouer avec eux. Moi il y a 2 semaines, avant la campagne, j'ai fait une partie test.
Ma copine a ramené ses potes, elle est joueuse initiée, on va dire, et ses potes sont grand public. On a fait une partie à 5, et en fait, bon, j'étais là pour expliquer, donc ça aide aussi, Oui. je précise, ça aide. C'est sûr. Mais par contre, j'aurais expliqué un tour, et après c'était ultra fluide. Ah, donc ils ont accroché malgré Et ils ont direct accroché. familial. Alors qu'ils sont grand public. Ils aiment bien les barrageux, mais ils vont jouer à Codename par exemple. Ouais. Et, non, mais je juge pas, Ouais, c'est non, un moi, public. j'adore Codename, hein, J'adore mais, Codename, c'est un public. Mais c'est un public. Mais c'est un public. Et pourtant, ils ont kiffé parce que les mécaniques étaient ultra simples. Et il y a juste 2 ou 3 fois où ils ont dû me demander, mais du coup, quand il y a cette situation-là, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Parce que, et c'est pour ça qu'on est joueur expert, c'est parce qu'à des moments, il y a des si, Ouais, il y a des conditions. Il y a des si, il se passe ça, il se passe ça. Et jeu expert aussi dans la profondeur de stratégie qu'il peut Oui, y avoir. Aussi. Puisqu'on a 5 classes, on peut jouer les 5 classes différentes. Elles ont un gameplay qui leur est propre, des actions qui leur sont propres, d'où le côté asymétrique. Voilà. Une moralité aussi qui est assez fluctuante. Une moralité qui pourrait être un peu différente. Et comme disait Max, en fonction des joueurs que tu as autour de la table, tu vas pas jouer de la même manière. Forcément, puisque tu en as qui vont être très dans la négoce, d'autres pas du tout, très dans le roleplay, d'autres non. Chacun son approche. Ouais. Chacun son approche, exactement. Agressif pour genre. Voilà, Différents profils de caractère. exactement. D'autres non. Mais là où ça devient expert, c'est effectivement dans la stratégie, dans la profondeur des choix que tu vas pouvoir faire et dans la programmation. Pas des simples actions à ton tour, mais vraiment plus loin en disant, bah voilà, je vais pouvoir faire ça, puis ensuite ça, je vais pouvoir faire ça, puis ça, si je fais ci, lui, il va sûrement faire ça. Enfin, là, il y a un côté qui est vraiment plus expert. Ouais. C'est pour ça que nous, on le positionne quand même Il est expert. accessible, porte d'entrée. Voilà, C'est pour bien le initié jouer. plus. Voilà, Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Ben, je crois que Initié Plus Plus, je crois que c'est exactement les mots que m'a sorti Marie Jordana. Ah ouais. Elle l'a testé il y a pas longtemps le jeu et je crois que c'est exactement les mots qu'elle a sorti. C'est en fait c'est l'Initié Plus Plus, c'est pas du tout l'expert. Bon, On m'a faut menti mettre les un gars. label dessus. Exactement. Voilà. Voilà. Du coup, elle a... non, on mais n'est pas encore dans l'expert. c'est ça. C'est ça. Voilà. Et du coup, à l'Asdor, on sait pas dans quelle récompense on le met. Initié, expert, non, ça viendra pour après évidemment. Faut déjà que le jeu sorte en boutique et après on verra. Pour parler Ah de... oui, d'ailleurs, par rapport aux Asdor, Oui, bien sûr. est-ce que ça doit attendre de sortir en boutique pour avoir le... Oui, Ah d'accord, c'est pas juste la société, entre guillemets, la grande famille des éditeurs, des machins, et tout ça, comme au cinéma, quoi. Faut que le jeu, en fait, alors je vais pas rentrer dans les détails des dates parce qu'on a des infos, mais je sais pas si elles peuvent être publiques, donc je vais pas rentrer dans les détails. Comme ça, Marie ne m'engueule pas, Marie Jordana ne m'engueule pas. Mais en gros, il faut que le jeu soit sorti en boutique dans l'année avant les Asdor. D'accord, oui, c'est un peu comme le cinéma. Voilà. Il faut que ce soit un Comme jeu les sorti Oscars. en boutique en 2023 Voilà. pour être éligible pour la. Mais si tu sors, par exemple, là il y a eu 2023, donc Asdor 2023, si tu es sorti fin 2022, c'est bon aussi. Parce que le jeu est sorti à ce moment-là. Donc par exemple, tu as des jeux. Transpersonnage, ça pourrait être possiblement Il y a un monde. 2025. Bah, 2025, en toute logique, oui, parce qu'on sera sorti en boutique. Mais par exemple, si on sort en boutique avant. Alors, il y a un monde, c'est vraiment un monde. Hein, et c'est beaucoup de si et de heureux hasard. Mais si par exemple le jeu sort en boutique avant l'Asdor de l'année prochaine, on pourrait techniquement y être. Voilà. Mais évidemment, il faut être éligible, faut qu'il y ait beaucoup de conditions pour y arriver. Mais ouais. Et je voulais dire un autre truc, mais j'ai complètement oublié, donc ça me reviendra après. Voilà. Bon, le temps que ça te revienne, Ouais. votre retour de Cannes, vous étiez présent, et Ouais. donc vous avez rencontré d'autres créateurs, des joueurs, et un peu le bilan. Ouais, beaucoup de monde. Si tu veux, je te laisse parler de Cannes. Ouais, ok. Cannes 2023, c'était notre troisième du coup, parce qu'on a été présent en 2020, pas en 2021 comme tout le monde. 2022, où on avait commencé déjà à présenter Transpersonnage vraiment en proto, on venait à peine de le signer en gros. Et là donc 2023, ça a été vraiment incroyable. J'ai pas d'autres mots. On a été du matin jusqu'au soir plein. Les tables de Transpersonnage débordaient. On a dû prendre des rendez-vous pour qu'on puisse faire tester. Il m'a dit, j'ai jamais trouvé une Ouais, c'est... table de- Ah ouais, non, je suis mais désolé, c'est- vraiment, pardon. Je passais mes journées sur le calendrier à essayer de caler des créneaux et à dire vous êtes combien, vous êtes deux, alors attendez, là il y a une table de 3, je vous intègre dans cette table de 3, ça vous dérange pas? Non, pas de problème, ok, comme ça je libère un créneau pour là. Mais pour les auteurs, c'est extraordinaire, parce que justement, il y a une profusion de Bien joueurs, sûr. de profils. Imagine genre le resto de ta ville ultra hype le 24 au soir, 24 décembre au Ouais. soir. Tu vois, Ouais, imagine non, ça. C'était ça, J'imagine littéralement. bien, ouais, Voilà. ouais. Ah ouais. Et donc déjà, ça nous a vraiment rassuré sur tout le travail qu'avait fait Max l'auteur. Ça vous motive, vous voyez Ah, le retour c'est- des joueurs. Ah mais tu ressors de là, t'as T'es regonflé à bloc. t'es regonflé à bloc, t'as des Vous ailes dans avez le des dos. doutes, tu les as plus. Bien sûr. T'es lessivé parce que Ah ouais. Ah bah c'est- oui.
c'est par contre, épuisant, ouais. mais plein T'es même motivé. plein de contacts avec le public, surtout. On est surtout là pour ça, pour faire tester le jeu, pour faire ressortir soit les bonnes choses, soit les problèmes, pour savoir jusqu'où on doit encore travailler certains points. Parce qu'on est assez exigeant avec nous-mêmes, parce qu'on veut offrir la meilleure expérience ludique. Mais pas que le public, on a aussi fait des rencontres avec d'autres éditeurs, d'autres auteurs, d'autres illustrateurs, enfin plein d'acteurs du milieu ludique, des distributeurs. Transpersonnage, nous Rose Noire Édition, on est distribué par Néoludis, donc on sait qu'il a une vie directement après la campagne. Voilà, ça nous permet encore plus de montrer qu'on est là, on est une jeune maison d'édition, on est des jeunes acteurs, et Cannes pour ça est formidable, puisque toute l'industrie ludique est au même endroit. C'est très stimulant pendant pour 15 tout jours. le monde. C'est une énergie incroyable. Ouais. Et positive, Il faut y être, vraiment. c'est génial. T'as tous les Je ne copains. savais pas, je m'étais jamais rendu, et même la surprise du off après, j'ai fait une énergie. Alors le off, la file d'attente, c'est un concept. La file d'attente du off, c'est genre Ah ouais. 1 heure pour ne pas forcément avoir une place à la table, mais Oui, ça oui. plaît, et ça c'est Il faudrait formidable. agrandir l'espace. Parce que, Il faudrait de 1 agrandir l'espace, de 2 mettre une file pour les éditeurs, parce que nous on a envie d'aller tester des jeux pour les signer, mais on fait la file en même temps que le grand public, et ça c'est compliqué. Je sais que Mais- Bruno Catala, il avait haussé le ton un peu Bah, sur les gens qui ont fait la file, évidemment. qui venaient de Belgique, de je sais pas où, et qui pouvaient pas rentrer dans le Oui. festival. Ah non mais complètement. Et Cannes c'est pas que aussi la journée, il y a aussi le soir. Et Cannes tu peux aller boire des coups, manger avec des gens que tu vois pas forcément toute l'année, parce que on est comme on disait au début, on est à plein d'endroits dispatchés dans la France, mais pas que la France aussi, tu as des Belges, tu as des C'est l'occasion de se Québécois, rencontrer etc. avec des gens qu'on n'aurait pas eu Exactement, c'est la vraie occasion, ouais. C'est la vraie occasion de se rencontrer, de nouer des liens. Et ce qui est cool, c'est que nous, par exemple, quand on rencontre des gens, enfin je veux dire soirée, quand on boit des coups, soirée on dirait on va en boîte, mais non, pas du tout. Je rappelle qu'on est dans le milieu, on est dans le milieu du jeu, on boit des coups, c'est tout. Et, mais tu vois, nous par exemple, quand on est dans les soirées de Cannes, en fait on parle pas de jeu. En fait, on parle de tout sauf de jeu, parce qu'en fait, on en bouffe du matin au soir à Cannes. Et le soir, on n'a qu'une hâte, Mais c'est de bien parler de la sortir hors vie. cadre. Oui, Ça complètement. nourrit après quand on C'est ça. revient. Et c'est là où tu te rencontres, où tu te rencontres et tu te rends compte d'ailleurs. Et je refais un coucou à Marie Jordana, parce qu'on a eu cette discussion après Cannes avec elle. En fait, tu te rends compte des gens avec qui tu as envie de nouer des liens. C'est les gens avec qui justement tu peux parler de tout sauf du jeu, et c'est ultra fluide. Et en fait, c'est formidable, parce que ça crée des vraies rencontres, et tu te rends compte que le milieu, ça va au-delà du professionnel. C'est ces trucs comme Cannes, ça va au-delà de C'est ça. une vraie passion. hein. Ouais. Complètement, mais ça n'empêche pas, et je reboucle sur ta boucle, de ramener ça après aux professionnels. Je pense à Wadri, un auteur l'auteur de Ephios. On a le jeu qui est caché là-bas, qu'on a rencontré l'année dernière à Cannes, parce que Max avait participé à la campagne sur Ulule. Il a adoré le jeu. Je suis venu en mode fan d'abord. Il a d'abord été voir Wadri en mode waouh, j'ai adoré ton jeu, dédicace-le-moi. Puis on s'est rencontrés, on a sympathisé un petit peu. Puis on s'est revus à Vichy. Ouais. Bon, on avait communiqué un petit peu tout au long de l'année, parce que entre Cannes et Vichy, il y a quand même plusieurs mois qui se passent. Ouais. Et vraiment à Vichy, ça a été des moments où on a pu prendre le temps de se rencontrer, discuter et savoir qui on était les uns les autres. Et aujourd'hui, on était en téléphone avec lui quand vous êtes arrivés, parce qu'on a très envie de travailler ensemble. Donc ça crée aussi d'autres choses et des synergies qui sont hyper importantes et hyper intéressantes. De cultiver les affinités, de savoir qui aime quoi, comment, de quelle manière, et comment se synchroniser pour aller sur un projet ensemble, de converger. Oui, tout à fait. Donc non, Cannes, pour ça, c'est vraiment super. C'est un très très bon rendez-vous. C'est un super support. Ouais, mais tous les festoches comme ça, c'est vraiment agréable. En général, tout à fait. C'est hyper agréable parce que ça nous permet de faire des petits points de validation tout au long de l'année. Bon, est-ce qu'on a bien bossé? Oui. Est-ce que le public nous attend toujours? Oui, non. Est-ce qu'on va revoir les copains? Oui, putain, génial. Narcopolis, la boîte est juste là. Donc, puis ça vous sort de votre bulle, on va dire, de créative. Mais bien sûr. Ça vous remotive, ça vous redynamise. Fais un plan sur Narcopolis. Ouais, voilà, tiens, hop, coucou les copains d'Open World. On s'est appelé avant Cannes pour dire, vous avez pris un stand? Oui. Vous êtes où? On demande aux organisateurs qu'on soit à côté. Comme ça, on passe le festival à côté des copains.
Ouais, c'est ça, voilà. À la rentrée, genre, c'est comme à la rentrée des classes où tu as envie d'être avec ton copain dans la même classe. Ouais. C'est pareil, on voulait être à côté. Parce qu'au final, ça a terminé au bar. Moi, je n'étais pas là pour y assister. Ça t'a dit Mais- Léon aussi. Voilà. Je ne dirai rien sur cette sujet. On ne dévoilera pas le contenu, c'est ça. Mais non, mais c'est super sympa parce que ça te permet de nouer encore plus des relations, de confirmer les gens avec qui tu as envie de travailler. Eux, on ne travaille pas avec eux parce qu'on Non, est pas en éditeur. direct. Donc en fait, techniquement, on est concurrents. Et techniquement, on est concurrents sur le papier. Oui, sur le papier. Et pourtant, ça ne nous empêche pas de vouloir être à côté sur le stand et de passer du moment ensemble. Et donc ça, c'est formidable. On a tous à gagner à dépasser un peu cet aspect concurrence Ah oui. qui existe, parce qu'elle est présente, mais bon, c'est... Bien sûr. Oui, mais alors là, si on rentre un peu dans si je mets la casquette, on va dire business, éditeur et autres, oui, effectivement, Open World, donc c'est la maison d'édition qui porte le projet Narcopolis, c'est un éditeur, donc ce serait mon concurrent. Mais pourquoi ce serait pas un copain ? Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas se filer des coups de main ? Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas s'appeler pour dire, bah tiens, comment t'as fait ce genre de choses ? J'ai telle problématique sur ce projet-là, est-ce que tu l'as déjà eu ? Oui, non. Comment tu y as répondu ? Ça Pour peut, aller encore plus ça dans peut me ton faire sens, gagner du temps. Pour aller encore plus dans ton sens, Netflix est un concurrent, Amazon Prime est un concurrent, le cinéma est un concurrent, Complètement. parce que c'est l'industrie du divertissement. Donc en fait, si tu as cette logique-là de on est éditeur, donc on est forcément concurrent, c'est dommage parce que du coup tu te dis, bah, en fait, je me mets en concurrence avec littéralement tous les acteurs du divertissement qui existent. Bah, bien sûr, parce que nous, qu'est-ce qu'on propose en fait ? Qu'est-ce qu'on demande aux joueurs ? Du temps. Oui. Du temps, tout comme la télé, Ouais. comme rien faire, comme aller traîner avec des potes, comme aller mater un film, lire un bon bouquin, écouter de la musique en fermant les yeux. Enfin, c'est aussi ça. On propose de passer un moment, bon ou pas bon, en fonction des joueurs et du type de jeu. Hein, On espère bon là. Non, mais Sur la partie on rappelle éditeur- le côté qu'on va se foutre sur la gueule quand même. Oui. C'est surtout ça. Sur la partie éditeur, moi j'avais une question, c'était par rapport à l'hypothétique volonté de passer la TVA de 25 à 5,5 en tant qu'objet culturel, puisque beaucoup de jeux sont aussi des objets culturels, oui. Regardez-moi, monsieur un le support de ministre de la culture, Culture, de beaucoup de jeux communication, de beaucoup sont de des choses, objets des culturels, véhicules. oui. Et donc, quelle serait justement ta vision, toi, en tant que producteur, donc en tant que, entre guillemets, chef d'entreprise sur ça, quoi, sur cette évolution. Bah, moi, je suis plutôt favorable à ça parce qu'effectivement, ne serait-ce que sur ce débat-là, oui, le jeu de société est un objet culturel, puisque c'est une œuvre de l'esprit. Il est au même titre qu'un livre ou qu'un film, il sort de l'imaginaire de quelqu'un, d'un être humain. Donc là, en particulier, Maxime Artru, qu'on salue aussi, puis qui est mis en lumière par un... C'est tiré d'une BD. Donc qui est tiré d'une BD, bon, celui-ci encore plus, mais n'importe quel autre jeu, et ensuite qui est sublimé par un illustrateur. Donc c'est de la culture. C'est clairement un objet culturel, une œuvre de l'esprit. Donc pour moi, il a tout à fait sa place dans cette catégorie-là. Donc par essence, il devrait avoir la même imposition par rapport à la TVA et de passer à 5,5. Qu'est-ce que ça pourrait impliquer ? Ça peut impliquer plein de choses. Après, libre à chaque éditeur ou acteur d'en faire ce qu'il veut, mais ça peut permettre une meilleure rentabilité. Ça ne veut pas dire que j'ai envie de m'acheter des Porsche tous les 4 matins, ça ne m'intéresse pas. Par contre, ça peut être mieux financer les prochains jeux, mieux payer les auteurs, mieux payer les illustrateurs, mieux payer, dégager plus de sous pour pouvoir engager des gens, créer de l'emploi. Enfin, il y a plein de bénéfices. Les joueurs puissent Et acheter où, plus régulièrement des jeux parce Ouais, que et où baisser le prix. On Et prend où baisser le prix, l'exemple donc justement des rendre plus Kickstarter. accessible, Quand la bien TVA évidemment. est arrivée, ça a eu un gros impact, parce que l'augmentation, l'inflation des frais de port qui s'ajoutait à la Ouais. TVA... La TVA était déjà là, c'est juste Oui. que... Oui, il y avait un flottement. c'est- Mais il y en a beaucoup qui en ont profité, et finalement les clients s'étaient habitués à ne pas la régler. Mais Et c'est là, un il y a- vrai problème. C'est un vrai problème, puisqu'aujourd'hui, on prend un jeu, pour faire des calculs simples, à 100 €, il faut rajouter 20 € de TVA. Puis, sur un jeu comme ça, à 20 €, c'est qu'il faut. Voilà, c'est que c'est pas une petite boîte de 10 par 10, c'est quand même un gros jeu. Donc, il y a 15-20 balles encore de frais de port. Donc, finalement, on se dit, ah, super, on annonce 100 €, mais au final, on se retrouve à payer 150. Pour 100 balles, on n'a plus rien. Hein. Oui, compliqué, quoi. Compliqué. Je me permets de compléter et aussi un peu nuancer, parce qu'on est dans un débat, c'est intéressant. Le truc de la TVA à 5,5, je pense que la chose qui arrivera en premier s'il y a ça qui tombe, c'est les auteurs et les illustrateurs. Je pense que ça sera leur pourcentage qui sera augmenté. Je pense globalement dans le milieu. Après, c'est mon avis et moi je fais pas cette partie-là. Moi, c'est uniquement le développement des jeux. Mais je pense que globalement dans le milieu du jeu, ça sera ça qui sera valorisé parce qu'aujourd'hui il y a une vraie tendance à valoriser les illustrateurs et les auteurs, ce qui est logique et normal. C'est les principaux acteurs du Voilà. truc, Voilà. C'est tripartite. Il y a un éditeur qui finance et
et qui travaillent le jeu, bien évidemment, et sans l'éditeur, il n'y a pas de jeu, mais sans l'auteur, la boîte est vide. Donc, ouais, mais l'auteur, voilà. c'est souvent la cinquième roue du carrosse, quoi. Bah non, en fait. Dans le global, mais ouais. Ouais, mais non, en fait, sans l'auteur, il n'y a pas de jeu, et sans je suis l'illustrateur, entièrement d'accord. c'est une boîte blanche. Donc c'est super, mais l'éditeur, sans ça, il peut rien faire, quoi. Donc pour moi, j'ai toujours, toujours comme si ça faisait 15 ans que j'étais dans le milieu, pas du tout. Mais ce que je dis aujourd'hui, c'est que c'est un travail d'équipe, mais qui ne sont pas dans la même société. En gros, c'est ça pour moi le jeu, parce que on fait partie d'une même chaîne après, je suis un peu un bisounours dans ce cas-là peut-être, mais où on doit se tenir la main et on doit avoir la même vision à peu près. Et ça, c'est l'éditeur qui donne cette vision, de dire ok, transpersonnel. Pour moi, je le vois là-bas. Si ça vous va, on va prendre ce chemin-là et on va le travailler avec le chef de projet. Là, en l'occurrence pour nous, c'est Max qui va bosser avec Max. C'est compliqué les gars, suivez. Hein. Max le chef de projet, Max l'auteur. Ouais, c'est Max le carré. Et pour amener le jeu là où on pense qu'il devrait être, en accord avec tout le monde. Nous, sur ce projet-là, il n'y a pas d'illustrateur qui prend part aux décisions parce que c'est tiré d'une BD, donc les illustrations, elles sont déjà tellement ouf qu'il n'y a rien à faire. Il y a juste à avoir la chance de piocher dans la BD. C'est juste incroyable parce que je rappelle que nous avons la licence officielle par Casterman et donc nous avons le droit d'utiliser les images et l'illustration officielle de la BD, ce qui est plutôt super. Ça aurait été même dramatique de refaire illustrer le jeu parce qu'en fait, si tu as une BD, c'est généralement pour avoir aussi les élus, parce que l'univers séduit. Qui a déjà été pensé en amont. Et que la DA est formidable. Voilà, surtout, c'est ce que je veux dire, c'est pas à refaire. Non, c'est absolument pas à refaire. Nous, on a juste à apporter l'aspect visuel et ergonomique autour du jeu. Ça aussi, c'est un vrai challenge, parce que Transpersonnage, c'est une BD des années 80, donc c'est anticipation des années 80, et donc c'est comment ils imaginaient le futur en ayant des reliquats du passé. Et donc, il fallait, en termes de DA, imaginer un truc, donc c'est pour ça qu'on a voulu une DA qui soit un mélange entre plusieurs styles, un peu futuriste, un peu rétro-futuriste, très épuré, des petits éléments d'art déco, parce qu'il y a un peu ça dans le Transpersonnage aussi. On est sur des trucs, par exemple, il y a des bistrots dans le train, et genre c'est vraiment le bistrot, et nous on trouve ça fou comme concept. Et du coup, il y avait ce vrai challenge d'ajouter cette DA là autour, mais en tout cas, les illus, elles étaient là. Et nous, on a eu à ajouter cette direction artistique au-dessus, cette ergonomie en fait générale, mais refaire illustrer le jeu, ce n'aurait pas eu de sens. Parce qu'en plus, on a un jeu qui est en noir et blanc, et nous, on trouve ça incroyable que la BD soit en noir et blanc. Et on s'est posé la question d'ailleurs, est-ce qu'on colorie certaines cartes parce que les joueurs ont chacun, les classes ont chacune une couleur. On s'est dit, est-ce qu'on colorie les illustrations dans les cartes, parce que ça pourrait être intéressant en fait de mettre de la couleur. Il y a un peu de bleu. Alors, dans le titre, à minima. Mais tu verras que sur la boîte, c'est d'ailleurs le seul élément de couleur, le titre. Ah. Tu verras que c'est le seul élément de couleur. Et le nom de l'auteur. Et le nom de l'auteur. Oui, quand même. Mais tu verras que c'est les seuls éléments de couleur. Et par exemple, dans le jeu, il y a beaucoup de noir et blanc et très peu d'éléments de couleur. Ils sont restreints. Et ils sont là uniquement pour le gameplay. Il n'y a pas de la couleur pour faire joli. C'est uniquement lié au gameplay. Mais on a voulu aussi rendre ça classe. On a voulu le rendre classe, évidemment. Et du coup, le fait d'avoir une BD en noir et blanc, nous, on adore ce style-là. Et donc, on a assumé justement le fait d'avoir le jeu en noir et blanc. Alors, c'est clivant. Il y en a qui peuvent ne pas aimer et on comprend. Et vous donner juste mon impression. C'est vrai que j'étais passé dans le stand, je ne connaissais pas encore le jeu. Et c'est vrai que je me suis dit, il y a vraiment une approche artistique. Ils veulent du noir et blanc. Mais après, en jeu, c'est vrai que je me dis, noir et blanc, est-ce que ça passe pas? Après, il faut voir en jeu. Mais, exactement. En fait, justement, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que nous, du coup, on a 5 couleurs parce qu'il y a 5 classes différentes. Dans la version finale du jeu, ça n'y est pas encore, mais on va ajouter 5 nouvelles couleurs pour 5 joueurs. Parce que quand on peut changer de classe, il faut bien différencier les joueurs et les classes dans le jeu. Ce serait compliqué, tout en noir et blanc pour les joueurs. Ça aurait été super compliqué, voilà, exactement. Et donc, c'est pour ça qu'on a ajouté les couleurs pour les classes. Et en fait, à part les points de victoire et les classes, et du coup, après les joueurs, ce sera les seuls points de couleur que tu auras dans le jeu. Et les jetons, je crois que certains jetons... Les jetons, en fait, c'est les jetons de victoire, justement. Ouais. C'est les jetons liés aux joueurs. Donc, c'est les marqueurs, justement, liés aux joueurs que tu vas avancer sur une piste pour avoir les points de victoire et les points de rébellion. Et en fait, les seuls points de couleur, ils sont là dans le jeu. Même les jetons de ressources, ils sont en noir et blanc. Mais c'est pas grave parce que tu as vraiment le design du jeton. Enfin, tu vois à quoi il correspond. Tu as le picto de la ressource. Donc, on n'avait pas besoin d'ajouter de la couleur ailleurs dans le jeu. Et c'est un vrai parti pris. Il y aura beaucoup d'améliorations de visuel après la campagne au niveau des plateaux, au niveau des cartes et tout est à peu près figé. Mais au niveau des plateaux, on nous a beaucoup fait le retour que c'était très blanc et on le comprend. Oui, c'est un peu l'impression que ça c'est très blanc et on le comprend tout à fait et du coup on va étoffer le contenu, mais par contre ça sera toujours en noir et blanc. Mais on va rajouter du contraste avec un peu plus d'illustration pour que ça soit plus contrasté. Quelques atours supplementaires pour te faire un peu mieux passer dans ça. Oui, exactement, c'est ça. C'est ce qu'on veut faire en fait dans les plateaux joueurs.
Oui, non, vas-y. J'avais pensé hier en regardant sur Quad, je me disais ça pourrait être pas mal de rajouter sur le plateau des cases de la BD parce que en regardant la vidéo de Liz Fay avant. Oui, Hier, on où il y voit a les cartes et on voit effectivement on voit les morceaux voilà, de la BD qui passent un dans univers graphique qui est peut-être à mettre en avant. Et du coup, je me suis dit mais ça pourrait être pas mal qu'il y ait des morceaux de la BD assez signifiants sur le plateau pour un peu atténuer ce blanc pur quoi. Justement, c'est ça qui est intéressant. Alors, nous, en fait, on a un challenge. C'est qu'on a reçu, du coup, toutes les cases de la BD par Casterman, mais ils ont été dessinés avec les phylactères, donc avec les bulles de discussion. Et donc, on a une petite problématique où il y a certaines cases qui sont malheureusement inutilisables parce qu'on ne peut pas placer les phylactères. Alors, on a trouvé une solution pour, dans certaines cartes, réussir à les placer. Avec l'intelligence artificielle, vous comblez. Voilà, ça c'est un autre débat. Mais effectivement, on a réussi à trouver un parti pris où dans certaines cartes, tu as le phylactère et tu as le texte. Ça ajoute du lore, on trouvait ça cool. Mais quand c'est uniquement contextuel, que ça doit être en arrière-plan, par exemple, c'est plus compliqué de placer les phylactères avec du texte. Et donc, on a un vrai challenge de sélectionner les illustrations. Des fois, il y a 2-3 petites retouches Photoshop, forcément, où tu dois un peu combler des textures et des endroits. Mais comme tu disais, sur les plateaux joueurs, plateau central, on a encore une autre idée qu'on va améliorer. Mais sur les plateaux joueurs, on va effectivement rajouter en fond des cases de la BD. Et comme en plus les plateaux joueurs sont liés aux classes, qui correspondent aux classes. Ça correspond exactement aux classes. Donc par exemple pour la serre, tu auras une illustration des mecs qui sont en train de faire la bouffe, tu vois. Ouais. Pour le tiers convoi, tu auras les wagons insalubres qui sont en train d'être représentés. Pour les wagons dorés, ce sera un truc super classe. Voilà. Et le retour Kickstarter, comment ça se passe la campagne ? Il m'anticipe mes questions. Pardon, c'est toi qui... Vas-y, excuse-moi. Non, celle-là, c'était... Non, moi, c'était... Avant, j'avais le côté internationalisation du Kickstarter. Pourquoi non ? Voilà. Donc, je vais laisser le sujet à débat. La question est très intéressante. Oui, alors on s'est beaucoup posé la question pendant pas si longtemps que ça, simplement parce que pour l'instant, on a avec en commun accord avec Casterman, on a d'abord voulu le faire en français. Parce que en termes de licence, de droit d'auteur, de plein de choses qui sont d'ordre légal, c'était plus simple pour nous de gérer, comme on le disait au tout début, c'est un projet. De la série et du film de Bong Tout à fait, exactement, exactement. Exactement. Les Américains. Voilà. C'est autre chose. Et cloisonne tout. En un mot commençant, exactement. USA. Non mais blague à part, c'est effectivement pour des aspects légaux. Nous, on ne peut pas utiliser le mot en anglais du film quand il était utilisé. Je ne veux pas le dire. On ne le prononce pas, non. Je ne le prononce pas. Légalement, tu ne peux pas prononcer. C'est pas vrai. Est-ce qu'il y aurait un accord envisageable si le jeu sort en boutique et peut-être... Alors, en gros, dans l'idée, effectivement, c'est déjà de voir comment nous, on se sentait sur ce projet-là, dans un premier temps, parce que c'est un projet ambitieux et on aime bien, quand on fait quelque chose, on veut le faire le mieux possible. Si on se met trop d'ambition, trop de pression et trop de challenge, on va mal le faire. Ça sert à rien. Donc, déjà, on a ce premier jeu qui sort en français. On n'adapte que le premier tome, pour l'instant. Oui. Voilà, peut-être un nouveau Kickstarter international dans le futur. Si, effectivement, le jeu plaît sur le Kickstarter, on a un très, très beau démarrage. Donc, on est ultra fiers de toute cette aventure-là. Ça nous donnera un peu plus de poids pour aller discuter sur l'internationalisation du jeu et ou des suites possibles. Mais en tout cas, aujourd'hui, pour l'instant, on reste francophone. Parce que c'est assez inédit, parce qu'il a dû avoir d'autres Kickstarter uniquement français, mais enfin, c'est très rare. C'est plus rare parce que le marché français est le premier marché en Europe. Mais ce n'est pas le premier marché mondial. On reste quand même, entre guillemets, un petit marché, parce qu'on n'est que 60-65 millions à peu près, face par exemple aux Américains où ils sont 360 millions. Et puis le côté international de la langue anglaise, on va dire, et moins de gens de francophones. Exactement, il y a moins de francophones que d'anglophones, ça c'est une évidence. Mais on voulait quand même, on préférait d'abord avoir une petite victoire qu'un gros échec. Et maîtriser ça pour ensuite aller étape par étape de plus en plus loin. Autre aspect aussi qui est non négligeable, c'est en termes de com et de marketing. Marketer un jeu sur la communauté française, c'est déjà un sacré travail. Ça prend du temps, ça prend de l'argent, ce qui est normal, j'ai pas de problème. Mais faire ce double travail en français et en anglais, c'est pas les mêmes mentalités, c'est pas la même façon de communiquer, c'est pas la même façon de consommer entre guillemets. Et surtout, c'est un marché qu'on connaît
Et c'est un marché qu'on ne connaît pas et qu'on ne maîtrise pas suffisamment parce que on est un jeune Ça acteur. devient encore plus difficile pour une petite équipe de Et gérer tout ça. c'est quasi impossible en fait. C'est quasi impossible, ne serait-ce que les décalages horaires pour pouvoir répondre relativement rapidement aux commentaires ou sur différents forums. Je pense à Reddit qui est ultra utilisé aux États-Unis ou BGG par exemple. Toutes ces choses-là, c'était pas à notre portée. Quoi qu'il en soit, c'était pas à notre portée. Donc on est tout à fait en phase et à l'aise de se dire on fait un jeu francophone, on le maîtrise, on sait ce qu'on fait et on sait ce qu'on doit dire et on verra la suite. Très On bien. verra la suite. Ouais. Mais nous... C'est une amorce, donc là vous lancez le marché français avec le jeu et à voir la suite. Exactement, ouais, bien sûr. Et puis c'est peut-être pas directement la suite, on a d'autres projets en route et on reviendra, enfin voilà, on va pouvoir revenir après à Transpersonnage sur d'autres sujets, d'une autre façon. Alors est-ce que des extensions sont déjà prévues? D'abord, j'avais la question, vas-y. comment justement, au niveau de l'accueil français, comment vous avez vécu ça? Est-ce que vous êtes dit, waouh, on a été surpris, ou non, c'était la confirmation de ce qu'on pensait déjà en tant que... Parce que le projet est super et que voilà. Enfin, voilà. Comment vous avez reçu l'accueil hyper favorable du Kickstart, pas tous les deux même. Ouais. Oui, c'est vrai. Toute la partie com, je m'en suis occupé. voilà, oui. Est-ce que ça t'a surpris ou est-ce que... Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, avec Nico, on avait fait des paris avant la campagne. Oui. Nous, l'agence marketing, en gros, on a Lucie de l'agence marketing qui nous accompagne sur Crowdfunding Factory. Crowdfunding Factory, on fait un énorme coucou, qui nous accompagne sur tout l'aspect pratique et technique du marketing, parce que là aussi, c'est un autre domaine de compétences. Et du coup, en gros, donc Lucie nous a dit, il faut qu'en 24, grand max 48 heures, le projet soit financé sur KS. C'est la norme, c'est comme ça. On le sait. Hein. Voilà, on le sait. Et donc, Ça a duré beaucoup moins. moi j'ai dit à Nico, en vrai, en 24 heures, vu comment on a bossé et tout, je pense qu'en 24 heures, ça devrait être bon. On devrait l'avoir et on sera très content. Moi j'ai dit, en fait, mon stress, il sera enlevé, parce que j'avais un niveau de stress intense avant la j'imagine, campagne, ce qui est normal. Mon niveau de stress, il sera enlevé à partir du moment où on est financé. Donc, à partir de 24 heures, on devrait être bon. Toi, Nico, tu avais dit dans la soirée du lancement. Ouais. Moi, j'avais dit j'étais assez confiant, mais après, Max est le chef de projet, on s'était un peu séparé les rôles. Il était le réaliste et moi, j'étais l'optimiste très positif. C'est le binôme efficace. Ouais, parce que ouais, mais après aussi, ça fait partie inhérente de mon rôle, puisque c'est moi qui suis qui guide et qui donne la vision de Rose Noire et qui doit emmener les gens avec moi. Enfin, c'est moi qui les tire, je suis la locomotive, sans faire de mauvais jeu de mots. Mais voilà. Mais moi, j'étais très confiant parce qu'on avait fait un super boulot, mais à la base, on voulait lancer à 18h. On a lancé à 20h. Oui. Alors, pourquoi on a lancé à 20h? Voilà, et je laisse là-dessus. Pourquoi on a lancé à 20h? Parce qu'on a posé la question sur Code, qui est un formidable forum. Et Code nous a dit, allez sur Code. Et Code nous a dit, non, pas à 18h, parce que nous, on sera pas entré du taf. On a dit, ok, on lance à 20h du coup. Donc, Nico avait dit dans la soirée, moi j'avais dit 24h. On lance, et 36 minutes, les 100%. Voilà, 36 minutes. Ouais. Voilà. Donc, pas les mots en fait au début. On était là, ah bon Moi, je m'étais dit moins d'une heure. C'était au-dessus des prévisions les plus Ah non, mais optimistes. en fait, Moi, on je l'avait. m'étais prédit moins d'une heure. Moins d'une heure, En voyant le projet, je m'étais dit moins d'une heure, ça sera financé. Même En parlant avec nous, des gens sur Code même et nous, tout, on s'est dit. Moi, je l'avais même pas envisagé la en fait. communauté ludiste francophone aussi. Oui. Un petit coucou. On fait un coucou à la communauté évidemment. Philippe, cette moquette. On a fait un concours d'ailleurs sur la communauté des ludistes j'ai vu ça. avant la campagne. Et oui, effectivement, on l'avait même pas envisagé en fait, les 36 minutes. Bah non, On l'avait pour moi, même pas envisagé. Moi, je t'avais dit, parce que j'aime bien les heures miroirs, j'avais dit 23h32 Ouais. Ah ouais. pour blaguer. Mais parce que, en commençant à 18h, ça faisait 5h, 5h30 de campagne. Et on sait que les premiers temps, c'est vraiment. Ça démarre normalement en trombe. Mais c'était 5h30. Ouais. Là, on a réduit en lançant qu'à 20h à que 3h30. Et en fait, 36 minutes, quoi. C'est, Ouais. Et d'ailleurs, donc tu dis donc 23 heures. Et le fait que, par exemple. Oui, vas-y. Le fait que vous ayez eu cet immense accueil à Cannes, ça vous a pas fait penser que justement vous alliez exploser les Alors, levels? Enfin, moi, en tout cas, quand j'ai vu la vidéo, je sais plus c'est quelle vidéo j'ai vue sur Cannes ou machin, je me disais, mais ouais, en une heure, c'est plié, quoi. Mais bon, après, moi, je suis un décrottable optimiste, donc dès qu'un projet me plaît, je me dis, bon, ça va fonctionner. Et des fois, ça me fonctionne moins T'es pas. encore plus optimiste que l'optimiste. Encore plus optimiste que l'optimiste chef, ouais. en fait, nous, effectivement, alors Cannes, d'abord, ça nous a rassurés sur l'accueil. On s'est dit, ok,
y a de l'attente sur le jeu, donc on va financer. Avant Cannes, on savait même pas si on allait financer, on savait même pas s'il y allait y avoir du monde, tu vois. Parce qu'en fait, les abonnés sur Instagram ou les likes, ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Et du coup, nous déjà, on savait pas si les gens allaient être là. Les gens testent à Cannes, les gens te disent oui, on sera là au lancement, on va backer au lancement. Tu te dis, bah, c'est super, c'est cool parce que ça nous rassure. Mais ça ne t'assure pas non plus qu'en 36 minutes, tu vas financer. Tu te dis, bah, moi je me dis dans les 24 heures, parce qu'il y aura les gens de Cannes, ils seront combien les gens de Cannes? Une cinquantaine. Tu vois, moi je me dis ça. Les gens de Cannes, grand max, même pas. Moi je me dis, mais c'est normal, c'est mon rôle d'être pragmatique. Après Cannes, je me dis, ok, les gens ils nous disent oui, on va backer, mais parce qu'on est là. Tu vois, parce qu'on est là, parce qu'on est sympa, voilà, c'est l'effet waouh. Mais qui te dit qu'ils seront vraiment au rendez-vous? Et c'est aussi en se mettant ces attentes-là et en se mettant ce stress que aussi tu pousses ton projet pour que justement tu atteignes des trucs en 36 minutes. C'est aussi en étant comme ça. Un petit exemple tout bête, là j'étais au salon de Mondragon, donc il y a une petite table avec Challengers, et la table il y avait toujours des joueurs. Il y a toujours des joueurs, il y avait une petite boutique, mais je lui ai demandé, tu en as vendu? Il n'avait pas vendu de Challengers. Tout le monde avait essayé, tout le monde avait joué, mais c'était pas le jeu qui s'était le plus vendu, malgré le nombre de joueurs présents sur les tables. Alors qu'il a eu l'As d'or, Challengers. Oui, il a eu l'As d'or en initié. Oui, non, mais après voilà, il marche bien. Alors qu'il a eu, mais sur ce salon, ça n'avait pas été le succès escompté. Mais tu vois, c'est fou, c'est fou. Donc tu te dis en fait, ça passe à ça quoi. Ça dépend des gens, ça dépend du milieu, du contexte exactement. Et donc moi je me disais bah je sentais que ça allait marcher le jeu, mais du coup pas autant après Cannes, j'étais pas autant rassuré. Et en fait en voyant l'accueil à la soirée du lancement, tu te dis bon bah ok en fait c'est bon, les gens sont là, c'est fait, ça veut dire qu'on a bien fait le taf. Tu disais toi pour toi à 23h32 on allait financer à 100%, à 23h32 on avait déjà les 200%, un truc comme ça, on allait avoir les 200%, donc tu vois c'est ouf. Et moi j'avais dit en 24 heures en finance, en 24 heures on avait les 300%, donc en vrai c'est ouf. Ah oui, non, c'est ouf, c'est dingue. Et là, on rentre dans le ventre mou, ce qui est normal, ventre mou de chaque campagne. Et en plus, ce qui est encore plus dingue, c'est que nous, on avait prévu des stretch goals. Alors, je sais pas si vous avez vu un peu les stretch goals, mais il y a beaucoup d'améliorations de contenu en stretch goal. En fait, il y a très peu de matos en plus. Il y a que les sleeves qui font un petit peu débat, mais on comprend. Alors, il y a d'autres trucs qui arrivent. Un petit point qui me gêne, c'est que je vois la version 2 joueurs exclusive Kickstarter. Ouais. C'était une intention dès le départ Oui. À la base, oui, mais même à la base, il ne devait pas forcément. Pour vous, ça n'allait pas avec la mécanique justement dans l'échange? C'est pas que ça n'allait pas, c'est que comme c'est un jeu à interaction, c'est pas forcément l'évidence. C'est pas évident. C'est pas l'évidence de se tourner vers un mode 2 joueurs. Et coopératif en plus apparemment. Alors ça c'est l'autre mode. Je peux prendre le relais si tu veux. Max va pouvoir tout ce qui est extension et tout, comme j'ai bossé dessus du coup. Il y a 2 extensions. En gros, tu as le dernier voyage qui est dispo pour tous les backers, qui est offerte dans le jeu. Ça c'est full coopératif, c'est le mode hardcore. Genre vraiment, si pour toi le jeu n'est pas assez difficile, alors qu'il y a plusieurs modes de difficulté dans le jeu, le mode difficile il est insane. Si pour toi ça c'est pas assez difficile, hardcore tu vas péter un câble. Et du coup c'est un mode ultra coopératif, enfin c'est full coopératif parce que tu ne peux pas avoir le semi coopératif dans le mode hardcore, c'est impossible. Donc on enlève les cartes qui sont compétitives et on rajoute des cartes coopératives pour chaque joueur et des nouvelles cartes dilemme et des nouvelles mécaniques, donc ça change complètement le jeu. Ce qui est cool, c'est que ça te permet de sortir le jeu selon ta table. Donc par exemple, tu es avec des gens, tu aimes bien te tirer la bourre, tu es avec tes potes. Tu te dis, je vais sortir le semi-coopératif parce qu'on va se régaler. Tu es dans une table où tu es avec des gens un peu plus light, où tu sens que tu n'as pas envie de t'embrouiller ou que tu les connais pas assez pour t'embrouiller. Tu n'aimes pas la confrontation, tu n'aimes pas forcément ça. Pas subir et ben, tu changes le jeu. Et en fait, tu passes en variante, du coup, en extension dernier voyage. Donc, tu ajoutes ces cartes-là et c'est full coopératif. Et on est là, allez les gars, on va pousser le train jusqu'au bout. Donc ça, c'est pour la première extension. Elle est exclusive à KS, parce que pour nous, c'était important de la proposer en exclusivité pour les backers. On se garde l'infime possibilité de pouvoir la proposer en boutique à 2 conditions, qu'il y a une énorme demande, mais quand on dit énorme, c'est énorme, de 1, parce qu'on ne va pas proposer un truc où il y a 5 personnes qui le demandent, et que les backers, ils aient eu un temps d'exploitation de l'extension exclusif assez long. Il faut que les backers ils aient vraiment un long temps où ils puissent jouer en avant-première à cette extension-là. Donc, et elle sera aussi proposée si le jeu est un succès. Oui. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Mais il y a très peu de chances qu'elle finisse en boutique, cette extension-là. Pour l'instant, c'est absolument pas l'ordre du jour. Donc, on ferme pas les portes, mais on ferme pas les portes, on précise quand même, parce que voilà, on veut quand même préciser. Mais pour l'instant, c'est exclusif KS. Et donc, c'est pour ça qu'on la propose. Et la deuxième extension, c'est le mode de joueur, donc qui est exclusif, elle, à la Deluxe. Pourquoi la Deluxe? C'est parce qu'elle a beaucoup plus de contenu. Et donc, tu auras l'extension, le mode de joueur. Le mode de joueur. Tu peux pas m'empêcher de backer les Deluxe. On a voulu proposer en termes de contenu un truc cool pour les Deluxe. J'aime les cibles et ça m'a régalé. Ah bah tant mieux, ça nous fait plaisir.
certains ne sont pas du même avis, mais on comprend tout à fait tous les avis. Et du coup, vous allez faire des sleeves comment? Vous allez faire des sleeves. Attends, je vais prendre. Oui, vas-y, On vas-y. n'a pas le truc. Je voulais faire des sleeves transparentes ou des sleeves comme dans Dice Throne en mode opaque personnalisé ou opaque transparente. Transparente personnalisée ou opaque personnalisée. Écoute-moi bien, on verra. Voilà, en vrai, je suis honnête, hein, on verra. En fait, ça, c'est l'aspect vraiment purement prod. Et en fait, on veut pas annoncer un truc maintenant. Tu vois, on veut pas annoncer, ça sera exactement ça, alors qu'en fait, on le change après dans la prod. Il y aura des sleeves. Il y aura des sleeves Parce que je sais custom. qu'apparemment sur Point. Prod, c'était ça le gros débat. Le débat, C'était, exactement. Ouais, Et mais on- si on efface les illustrations. Voilà. Et donc, on comprend tout à fait. Voilà. Enfin, si c'est opaque personnalisé, tu les as derrière. Voilà, tu les as Si aussi. c'est transparent personnalisé, tu peux te démerder pour avoir le nom Oui. doré et puis. Et rajouter des trucs. En fait, on comprend la problématique. On comprend qu'il y ait des gens, pas que ça agace, mais en tout cas que ça gêne. Et de toute façon, il y aura d'autres surprises qui arrivent après. Donc l'idée, c'est que c'est une partie du contenu qui est sur la Deluxe. C'est pas la Deluxe que pour les sleeves. Voilà, on précise. Il y a aussi d'autres trucs qui sont déjà sortis et qui arrivent. Et donc, voilà. Ça, c'est pour l'ajout de contenu. Mais du coup, je parlais justement des stretch goals. Donc, vous avez vu qu'il y avait beaucoup de stretch goals d'amélioration de contenu. Oui. Parce qu'en fait, nous, on est un jeu qui ne dégueule pas de contenu. On n'a pas 40 000 figues. Donc on ne pouvait pas proposer 40 000 stretch goals. Donc on a voulu faire beaucoup de choses en amélioration de contenu parce que c'est le pur financement participatif. C'est on a besoin de thunes parce qu'il faut financer ça. Et donc on débloque des paliers pour pouvoir améliorer le contenu. Et c'est en vrai c'est ça. Récompenser, moi je trouve les contenus en mettant Ouais. du double couche, du machin, parce que le nombre de... On en reparlait encore, et excusez-moi les Allemands, je vais dire du mal de vous, mais on reparlait encore de la version Deluxe des châteaux de Bourgogne, mais c'est inadmissible quoi. T'as Alors, je me prononcerai 50 pas, balles, j'ai pas t'as vu. un truc en papier. Heureusement, ils ont refait un Kickstarter Ok. avec de nouveaux trucs. Ok. Mais la version Deluxe, c'est qui c'est Ravensburger. Non, c'est qui édite Est-ce que c'est Ravensburger? C'est Ravensburger, Il je me crois. semble. Et ben, t'as une boîte, genre, même pas mer rouge, même pas avec deux socles comme Ils ça. auraient T'as- pas dû t'as une mentionner boîte Deluxe. plate, oui, il n'y a c'était rien, correct. c'est en mode Orléans. Ok. Voilà. Et Les tuiles, les les- plateaux joueurs, tu peux les plier presque en deux tellement ils Ah sont ouais. fins. Ah oui d'accord. Ah non, mais il y a rien de Deluxe, non, Les c'est- tuiles, elles sont dégueulasses. ridicule. Enfin voilà, c'est pas pour dire du mal de. Voilà, mais là, Non, en mais tout si, cas, tu peux, là. Non, mais on va pas non plus dire du mal des concurrents, mais je veux dire, Non, c'est pas ça. c'est un truc qu'on comprend pas, quoi. Enfin, Ouais. Non, là, nous, on voulait vraiment. du coup, ça fait vraiment plaisir de voir qu'on est respecté en tant que joueur, en tant que backer. En fait, En tant c'était qu'acheteur l'idée. aussi. Hein. On est des joueurs et des backers avant aussi. Hein. Oui, voilà, c'est ça. C'est- C'est des joueurs à des On joueurs. veut pas recevoir un La truc. preuve, les runes, enfin, Oui, je bah sais pas oui, les tu gens- arrives on a- dans oui, la voilà. boîte, là, tu peux faire Ça, un mage petit noir, tour du machin. Il y a on fera un tout, petit tour. Marvel, enfin, je suis un backer aussi avant tout, quoi. Donc, On est plus Ouais. backer que joueur d'ailleurs. ouais, On est beaucoup plus parce qu'en fait on n'a pas le temps de jouer. Moi en fait le soir je joue pas aux jeux de société, je joue aux jeux vidéo. De la honte, une pile de la honte. Ah mais j'ai une pile de la honte Ouais. insane. En fait moi j'achète des jeux parce que je suis éditeur et qu'il faut que je comprenne les mécaniques, que je vois aussi. Moi c'est aussi beaucoup le matériel. Ouais. Il faut que je vois le matériel et tout à quoi ça ressemble, comment c'est rangé dans les boîtes. Mais après je ne joue pas forcément le soir. Moi c'est aux jeux vidéo. Donc Ouais, voilà. et moi, je suis un papillon. Moi, je trouve ça joli. Genre, ah, c'est beau, vas-y, j'achète. Toi, c'est l'illustration, Comme c'est moi. Ouais, l'univers, c'est l'objet en fait. Moi, L'objet. c'est pour ça que moi, ma partie est aussi sur la production pure et dure, parce que j'aime l'objet. Ouais, il est Ça me comme fait moi, kiffer. je suis un papillon. Voilà. Wonderland Et comme Wars, Nico aussi, c'est Wonderland Wars, l'illustration. j'ai failli prendre un C'est- pour ça, parce que les trucs étaient Bah, beaux. Marvel, Ça se fait Dice. dire avec, oh c'est beau. C'est-à-dire que le marketing est bien fait. Alors que je suis ravi d'avoir une belle illustration, une belle boîte, mais s'il y a une mécanique, je sens un peu en deçà, qui ne me convient pas suffisamment, l'illustration pour moi ne va pas le sauver. Bien sûr, ça, je suis entièrement d'accord, mais Ah oui, bah oui. Sur, Sur Andromeda, c'était super beau. sur le, voilà, sur l'acte Oh, d'achat, la route, il me semble. en tout cas sur l'acte de curiosité, tiens, qu'est-ce que c'est? Moi, je suis un vrai papillon, je vois de la lumière, je vais voir. Il n'y a qu'à voir, Marvel Dice Throne qui est là, En anglais, Terror parce Bilo. qu'il est pas sorti encore. On Ouais, l'a ouais. pas ouvert je crois Marvel Destro. On l'a à peine ouvert. C'est- mais voilà, c'est l'objet en lui-même me plaît. Il y a cet aspect un peu collection que tu dois comprendre. Que, Ah, j'en ai 152. Donc, Ah bah voilà. j'ai donc, commencé Le monde en des 2016. figurines, de Ah oui, peinture. ouais. J'en ai 152 et j'ai commencé en 2016 avec Pandémie. Ah ouais. J'ai toujours été intéressé par le jeu de société comme Nico, enfin, on a toujours joué sur Moi, les jeux. sur les jeux consoles, de sur les- résister, de ne pas tomber dedans. Et mais, quand il m'a vu plonger, il a plongé avec moi. souvent, c'est souvent ça. On trouve un truc un peu cool, on en parle aux copains et puis ils tombent avec nous. Quoi. En plus, j'ai un petit Attends. garçon qui a maintenant 7 ans et demi et qui Ah. est à fond jeu de société. Ah, donc, cool. génial. Ouais. donc là, Cool, ça cool. aussi, Et je vais rembrayer du coup, parce que Vas-y. je parlais de les extensions et on a dérivé, mais après c'est magnifique. Oui. Donc dans la Deluxe,
on propose le mode de joueur. Donc pourquoi dans la Deluxe ? C'est parce que du coup il y a beaucoup plus de matos que le dernier voyage et comme on l'offre, eh ben, en fait on pouvait pas se permettre financièrement de l'offrir dans la base, donc de luxe. Bon après en voyant en comparant la base et de luxe, il y a beaucoup de monde qui a pris la de luxe, donc il y a plus de backers qui ont pris la Deluxe que la core base. Sur 730, on est à plus de 600 de luxe. Ouais, c'est assez insane. On nous avait prévenu après qu'il y avait beaucoup de monde qui allait prendre la Deluxe sur KS parce que c'est les normes en fait. Tu te dis bah quitte à investir, et aussi en frais de port. Et ensuite, c'est assez impressionnant, mais aussi en frais de port. Le jeu, dans la version de base, il fait 1,5 kg à peu près. Enfin, on va dire qu'il est entre 1 et 2 kg. Ouais. Ça coûte tant. Donc, c'est à 14 € de mémoire. La version de luxe, en fait, vu qu'on ne rajoute pas énormément de matériel qui pèse lourd, bah on est tu dépasses pas un seuil. Bah en fait, on est juste dans la tranche du dessus, entre 2-3 kg et 1 € de plus. 1 € de plus. Ouais. Donc en fait, tu te dis, bah, quitte à autant prendre la Deluxe. Oui, c'est ça, autant prendre la Deluxe. Le package est plus intéressant sur la Deluxe. C'est pas qu'on veut survendre la Deluxe, c'est pas le propos. Non. Mais vraiment, et d'autant que nous, on prend pas de marge sur les frais de port. C'est pas notre métier. Nous, c'est pas notre métier. C'est de faire un jeu. Donc on vend un jeu, on vend pas des frais de port. Mais après, on note ce que ça coûte. Donc, on aurait dû les marger, les frais de port. Ah là là, le nombre de gens qui ont pris la Deluxe, on aurait dû les marger. Non, mais du coup, plus sérieusement, pour revenir à l'extension de joueurs, parce qu'il faut terminer là-dessus, effectivement, si on n'est toujours pas. Et donc on l'offre dans la Deluxe. Pourquoi on l'offre ? C'est parce que, comme disait Nico, c'est une variante, en fait. C'est un mode de jeu. Le jeu, il n'a pas été designé à la base pour être 2 joueurs. Ce n'est pas la volonté de base. L'auteur, il a développé le mode de joueur sans que nous on le demande. Il a fait de son côté parce qu'il y a beaucoup de gens qui le demandaient. Sur Code, exactement. Il y a beaucoup de gens qui le demandaient, donc il a développé un système avec un automate. Il a trouvé un moyen de lier narrativement, enfin d'avoir un truc qui est lié thématiquement. Il n'est pas juste posé là pour être posé là. Pareil, mécaniquement, il y a une vraie différence. C'est pas juste tu vas simuler quelqu'un parce qu'il y a de l'interaction. Donc il a aussi trouvé un moyen pour que cet automate, ça soit un genre de no man's land, un peu de zone de tampon entre les 2 joueurs, donc tiers convoi et wagon doré. Il y a un vrai travail derrière. Il y a un vrai travail derrière. Voilà, il y a un vrai travail. Des fois, on fait un ajout, on va essayer de demander, et puis on l'ajoute comme ça. Voilà, c'est ça. Et nous, c'était pas vraiment l'idée parce qu'il y a aussi de l'image de marque derrière. Il y a aussi la réputation de l'auteur et de l'éditeur. Donc on se disait on ne veut pas proposer un truc qui soit dégueulasse et bancal. Donc on aurait pu le vendre en add-on, mais pourquoi on l'offre ? C'est parce que c'est pas l'expérience qui est vendue de base. Voilà. C'est pas le minimum 3 jours interaction. Voilà. Il y a de l'interaction, mais c'est pas ce qu'on vend de base. Et donc nous on voulait pas arnaquer entre guillemets le backer en disant en fait t'achètes l'extension. Ils se sentent floués. Ils se sentent floués parce que l'expérience elle sera pas moins bonne, elle sera juste différente par rapport à ce qu'on a vendu. Et je me permets de rajouter un autre truc aussi, c'est que encore une fois, nous, on est aussi backers. On est très à l'écoute de la communauté de Code parce qu'on en fait partie d'abord et aussi et avant tout. Et on s'est posé une question, c'est pourquoi je backerais le jeu ? Et pourquoi j'attendrais pas qu'il soit en boutique ? Parce que des boutiques de jeux... Ça arrive, oui. Il y a un Kickstarter, on dit je vais attendre voilà, la boutique. Il y en a plein partout en France. Je ne paierai pas les frais de port, je l'aurai directement, etc. Donc, on a vraiment réfléchi à... ok, le jeu il est là, on en est sûr, certain, satisfait, fier, ok. Mais qu'est-ce qui pourrait donner envie aux backers de dire je leur fais confiance. Déjà on est une jeune maison d'édition, on ne nous connaît pas encore. Donc je pense à la boîte de jeux qu'on regarde et dont j'ai eu Benoît Bagnaud au téléphone pour d'autres sujets il y a peu. Il a été adorable de prendre du temps alors que lui aussi il est en campagne et ils font un travail incroyable. Et ils ont une super réputation dans le milieu sur les caisses pour justement être en temps et en heure, de qualité, des bons jeux, etc. etc. Nous, on n'a pas encore cette réputation. Et comme disait Max, moi, mon taf aussi, c'est de faire en sorte que Rose Noire devienne une marque de confiance pour que demain, on sorte un autre jeu X. Les joueurs se disent c'est Rose Noire qui l'a fait, je vais aller regarder parce que je sais qu'ils bossent bien. J'aime ce qu'ils font, je sais qu'ils bossent bien. Généralement, ils chouchoutent leur jeu. Ça, c'était déjà une première chose. Et effectivement, remercier la personne qui va nous donner des sous en avance parce qu'on est en train de peaufiner le jeu et de nous faire confiance de ok les gars, faites voir ce transpersonnage, ça a l'air sympa, j'aime bien vos têtes, je l'ai que dans un an, pas de problème, je vous fais confiance. Et on remercie. C'est le minimum en fait. C'est juste le minimum. Et celui qui viendra en boutique, bien sûr qu'on le remercie,
mais il n'aura pas les extensions, il n'aura pas la version... déjà, la version Deluxe ne sera pas en boutique. Oui, d'accord. Clairement. Oui, oui. Voilà. J'ai refusé un acteur assez important là-dessus, parce que c'est pas dans notre philosophie. J'ai pas envie de dire ouais les gars, c'est KS exclusif, la version Deluxe, venez. Et en fait, le jeu sort et boum, en boutique, il y a la version Deluxe. Oui, comme pour certains. Il y a un souci aussi, c'est Moi, quand, j'ai pas envie de ça, quoi. quand c'est un éditeur qu'on ne connaît pas ou un nouvel éditeur, c'est qu'on ne sait pas sur quoi on s'engage exactement. On voit les règles, on voit pas. Bien sûr. Est-ce que s'il y a eu des Kickstarter, je veux dire, l'objet était beau, on reçoit et puis d'un coup le coup près tombe. Ah, il y a un problème mécanique, il y a un souci. Ouais, complètement, Et là, on est déçu. C'est un jeu qu'on va pas forcément D'où sortir l'intérêt et du les Tabletop attentes sont déçues. Simulator, on revient sur un truc. Ouais, effectivement, d'où l'intérêt Ouais, de Tabletop Permet Simulator. d'avoir une petite, Tout à fait. Non, mais c'est clair, et tout l'intérêt de le faire Il y a tourner un- en salon, il y a etc. un Non, investissement. ça va, ouais. Un investissement sur le monétaire et un investissement affectif quand Bien on sûr. va s'engager Ah, mais sur la complètement. campagne. Complètement. Et la déception est d'autant plus grande quand c'est pas ce qu'on attendait. Mais je pense qu'elle est même plus grande que l'aspect, que la déception financière. Oui. Je pense, Oui, oui. clairement. Et, tu parlais de façon de remercier les backers. Un truc de ouf, on m'a remercié parce que je répondais à tous les commentaires sur. Enfin, on répond tous les deux. Sur Code et sur KS. Et je trouvais ça dingue qu'on nous remercie parce qu'on répondait à tous les commentaires. Je sais pas comment font les. Ben ouais, mais pour nous, Des tu fois, vois, c'est c'est. séance radio. On a quelques news. Eh, comme mais ça, tu vois, pour nous, c'est logique de répondre à tous les commentaires, même si c'est un commentaire. Je dirais pas de nom, mais. Même si on ne citera pas de nom, sinon il y a trop de délations dans cette vidéo. Hors ligne, mais j'en parlerai. Mais avec grand plaisir. Après, alors j'apporte une petite, un peu d'eau dans le vin. Oui. On est aussi une campagne où on est ultra fiers. Enfin, on s'attendait vraiment pas à avoir autant de backers déjà en si peu de temps, et on vous remercie tous. Mais il n'y en a pas 5000. On est donc moins sollicité. on est Oui, moins il y a moins de sollicité. gens, Il ouais. faut être honnête aussi. Oui. Moi, je suis je suis très transparent Oui, et faut j'aime bien. regarder. On en parlait du côté international. Non, c'est qu'en fait, on aurait été chiant si on n'avait pas répondu à tout le monde. C'est que là, au bout d'un moment, c'est qu'il faut le faire pour pas répondre à tout le monde. Parce que Et il faut prendre le temps de réfléchir à la réponse. Oui, tu peux vraiment prendre le temps, Et pas dire n'importe quoi ou s'avancer trop pour rien. complètement. Et nous, l'idée, c'est de répondre effectivement à tous les commentaires, même ceux qui ont envie de te cracher dessus. Alors, te cracher dessus quand c'est fait de façon constructive. Voilà, Il y a, de il y a- façon il y a des constructive. casse-bonbons. on va dire. Voilà. Non, en vrai, même Je dirais de l'exigence. exigence, ouais. Je dirais de l'exigence parce que je pense que la personne, plus elle va être exigeante aussi, Plus elle a envie que ton projet marche, ouais, etc. voilà. Ouais. Plus parce qu'elle a, elle a un intérêt vraiment pour ce projet d'une manière ou d'une autre. Ouais. Moi perso, je suis sur Code quasiment tous les jours et je regarde pas que mon jeu, hein, je regarde tout ce qui se passe. Il y a de l'exigence, et c'est normal. S'il y a un jeu qui m'intéresse pas, je désactive la cloche, là, la notif sur ce sujet-là. Oui, c'est vrai. puis je c'est passe bien à autre chose. ça, ouais. Et puis voilà, je m'embête pas, je passe à autre chose. Oui, parce que Par c'est ton contre- profil, mais il y en a Oui. d'autres. Non, mais d'accord, mais oui, c'est après, bien évidemment, hein, on n'est pas tous dans le milieu des bisounours, mais je préfère, moi, me dire en tant qu'éditeur qu'on est exigeant avec nous, bah moi, je vais, au lieu de me freiner, et me dire, putain, ils sont relous, vas-y, j'arrête tout. Non, ok, et ben on va pousser. Mhm. Ouais. Il faut que ça devienne une force. Il faut que ça C'est devienne ça. un moteur d'exigence pour Ben, dire, ok. Tu vois, par exemple, On doit les être Comme les pour early la birds. demande du mode de joueur. Oui, Comme pour c'est le- ça. voilà, Mais exactement. il y a ça. Alors, en fait, mode de joueur, on nous a pas embêté dessus. C'est juste Non. qu'il y a eu beaucoup de demandes. Il y a eu beaucoup Et de comme il y a eu demandes. beaucoup de demandes, pas que sur J'aurais Code, pu sur plein de demander réseaux, bah, tu aurais pu demander aussi. Mais comme il y a eu beaucoup de demandes, on s'est dit, bon, ok, allez, là, faut le mettre parce qu'on Voilà. voilà, vraiment, ils nous en demandent. Faut le mettre, et on avait déjà un mode On de avait la joueur. matière. On Ouais, avait c'est la ça. matière, donc bon. Il était prêt. Il était Voilà. prêt, Je donc sais c'est qu'il y dit avait bon. une demande aussi en mode solo, mais que, Ah ouais, mais ça, c'était mort. Et que j'avais dit, enfin même moi je crois que j'avais répondu sur Code en disant Ouais. vaut mieux vaut mieux que quelqu'un s'amuse à faire un mode solo une fois qu'il aura la boîte, Mais oui. un automa, enfin qu'il ait une idée, comme ça peut arriver, Ouais, comme le mec comme Yann Drev peut le faire par exemple parfois. Ouais. Ou les Québécois de la Société des Jeux, plutôt que de Ouais. faire un truc mal foutu solo qui s'intégrera pas au jeu, quoi. C'est ça. En fait, nous, l'idée, c'est que le mode solo, il n'avait rien à faire dans ce jeu-là. Donc, C'est je une- crois que Max, Ah oui, il avait oui. commencé à bosser sur une idée, mais en fait, rapidement, il a dit non, mais les gars, c'est pas possible, quoi, vraiment. Donc, on lui a dit, bah, en fait, perds pas de temps là-dessus. On va continuer d'équilibrer le jeu et on va passer notre temps là-dessus, mais ça sert à rien de proposer un truc parce qu'en plus, peut-être qu'il y aura une cible, peut-être qu'il y aura un marché, mais
mais ça sert à rien parce qu'on va Oui, proposer puis une si c'est fait au expérience. forceps, ça se sent. Ouais. Mais oui, complètement. Et c'est pour ça que le mode de joueur, il n'a pas été fait au forceps. Il a été amené logiquement par Max. Donc c'est pour ça qu'on l'a proposé. Si par contre on était venu voir Max en lui disant maintenant il faut développer un mode de joueur avec une commande comme ça, peut-être qu'il l'aurait fait. Oui, en vrai, je pense qu'il l'aurait fait parce que c'est un auteur, il aime créer des choses. Mais je pense qu'il nous aurait dit enfin, peut-être qu'il aurait eu l'idée, mais en tout cas, ça aurait pas eu la même saveur, on l'aurait pas proposé pareil. Ou en tout cas, on l'aurait même pas proposé du tout. Parce que ça aurait été une demande qui vient de nous et donc ça aurait été un peu bizarre, tu vois. Et là, comme c'était venu plus naturellement de lui, c'est pour ça qu'on l'a proposé. Et la proposition semi-coop, c'est un peu casse-gueule dans la plupart des jeux, et c'est quelque chose qui est venu après l'aspect poste d'ouvrier. Comment ça s'est amené? Alors, l'aspect semi-coop, là, c'est pour citer Max, donc pour citer un peu l'historique de la création du jeu. En fait, c'est le premier truc qu'il a amené dans le jeu. C'est le tout premier truc qu'il a amené dans le jeu. Au début, c'était un jeu 3 joueurs. Et en fait, il a dit, je veux le triangle tiers convoi, donc la classe basse, serre, donc la classe moyenne, et wagon doré, donc la classe haute. Et il voulait ce triangle-là d'échange entre les joueurs, justement semi-coop, où en fait tu te trahis et tu fais des alliances. Un peu, et toi tu m'aides un peu. Voilà, c'est ça. Ce genre de poule renard vipère, tu vois, un truc un peu comme ça. Mais ouais, c'est ça. Et en fait, dans un peu le sens que tu veux, tu vois, poule renard vipère, mais dans le sens que tu veux. Et en fait, où tu peux faire une alliance et trahir. Et comme tu as un triangle, en fait, tu as ce truc de on peut s'allier à 2 contre un man, mais je peux te trahir au tour d'après et tu peux te lier avec l'autre. Et voilà. Des alliances pas facultatives, mais ouais, temporaires. Oui, temporaires, voilà, c'est ça. Un truc un peu modulable. De 2 contre 1, quoi. Oui, voilà, 2 contre 1, c'est ça. Comme dans la cour de récréation. Voilà, exactement. Un truc vraiment modulable, tu vois. Et du coup, il voulait proposer ça. Donc, le semi-coop, il est arrivé dès le début du projet. Et c'est ensuite qu'il a dit, voilà, maintenant, comment je matérialise le fait de faire les actions, poste d'ouvrier. Maintenant, comment je fais du bluff. Ok, on programme des actions face cachée, très bien. Maintenant, comment je peux faire en sorte qu'on est dans le train et qu'on doit survivre. Ok, on doit améliorer nos wagons, on a la vitesse. Et c'est là où il a ajouté petit à petit les éléments. Mais semi-coop, c'est vraiment genre le cœur du jeu. C'est le cœur du jeu. Et ça fonctionne. Ouais. Et ça fonctionne bien. Est-ce qu'on nous a dit, d'ailleurs, c'est l'ISFI là qu'on cite, qu'on embrasse, évidemment, évidemment. qui a fait une super vidéo et qui nous avait fait un retour de ouf en disant c'est le seul vrai semi-coop pour lui parce qu'il n'y a pas de rôle caché. En fait, on sait très bien qu'on est les uns contre les autres. On est tous bien identifiés, mais on a besoin les uns des autres. Il n'y a pas le choix, quoi. Tu vois, moi, on ne peut pas jouer seul dans son coin, c'est pas possible. Par exemple, j'ai testé l'insondable du coup parce que c'est un concurrent direct, donc il fallait que je le teste. Il fallait que je le teste. En fait, dans le style, c'est t'es dans un moyen de transport isolé et tu dois amener une destination. Moi, et voilà. Alors, le jeu est très bien en soi, le jeu est très cool, mais à ta table. Alors après c'est le propre des semi-coop, pardon. Mais à ta table, t'es obligé d'avoir des personnes qui savent mentir. T'es obligé d'avoir des gens qui savent mentir. Oui, parce que si tu sais pas mentir, dès le premier tour, le jeu est Il y a un côté jeu de rôle. Pas trop jouer avec des enfants, quoi. Bah, avec des enfants, c'est plus compliqué. Bah, déjà, la thématique Cthulhu avec des enfants va être compliquée à sortir. Alexis, Une version kids. Alexis, il adore Cthulhu. Ok, bah après, non, mais après, si graphiquement c'est rigolo, bon, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Mais oui, en fait le semi-coop de l'insondable, par exemple, et de plein d'autres jeux comme ça, comme tu as les rôles cachés, en fait, si tu as mal menti à un tour, bah, en fait, tout le reste de la partie, il est foutu. C'est grillé. Parce qu'on sait qui tu es et c'est réglé. Et voilà. Et ça, moi, c'est le problème. Un jeu que j'adore, qui fait un peu débat, je crois, dans la sphère du jeu, mais le Loup-garou de Tierce-Lieu, c'est un jeu que j'adore. J'adore le Loup-garou de Tierce-Lieu. Il a des gros problèmes. Le fait que tu meurs au premier tour et que tout le reste de la partie, tu ne joues pas, c'est dramatique. Mais le fait aussi que, en fait, on sait que tu es loup dès le premier tour parce qu'on te cible. Tu vois. Et donc, le problème des rôles cachés dans les semi-coop, c'est que justement, dès le premier tour, tu peux flinguer la partie. Et nous, en fait, on a ce truc, dès le premier tour, on est en mode, bah, je sais qui t'es, tu sais qui je suis, maintenant on va voir. Maintenant, vas-y, trahis-moi, on va voir ce qui va se passer. Et en fait, de tour en tour, essaye de trahir, vas-y, on va voir ce qui va se passer. On joue carte sur table. Vas-y, carte sur table, c'est ça. Attends, t'as programmé quoi là? Pourquoi t'as mis 4 passagers? Tu vas te révolter? Qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, pas du tout, en fait, juste tu cuisines, tu vois, il se passe rien. Et au tour d'après, on peut être potes en mode, attends, viens, on va le défoncer, parce que là, il est en train de me saouler là. Ouais, et puis moi, je brûle ses rebelles. Et il brûle mes rebelles. Et là, je suis en mode, c'est vrai? Non, attends, défonce-le, va le voler un peu. Et en fait, c'est ça qui est cool dans le jeu. C'est histoire vraie. Il m'a brûlé mes rebelles. Je lui en veux. Quelle indignité. Et quelle indignité. Et je l'ai pas le Sarko. Mais bref. Et du coup, quelle indignité. et du coup, je perds le fil. Et du coup, effectivement, on a cette promesse-là du semi-coop où, comme tu sais qui est qui dès le début de la partie, en fait, c'est ultra modulable en termes d'échange, en termes d'alliance, de trahison. Et donc, c'est un vrai jeu de bluff, tu vois. Il y en a beaucoup, justement, qui nous disent c'est un jeu où tu perds tes amis, enfin, où tu perds tes amis,
je le qualifierais pas forcément comme ça. Je dirais plus, c'est un jeu où tu mets à l'épreuve ton amitié. Oui. Tu la mets à l'épreuve. Tu perds pas forcément, parce que il y a pas forcément de traître dans le jeu. Tu vois, c'est pas l'insondable où t'as un traître. Et t'en as un où t'es en mode, oh non, mais tu es forcément le méchant. Là, en fait, il y a pas vraiment de méchant ou de gentil dans le jeu. C'est juste, tu mets à l'épreuve et tu vois ce qui se passe. Et à toi de faire les Il y a bons un échanges. côté un peu contre-implicite, trahison. Donc, Ouais. Bah, t'es jamais à l'abri, quoi. T'es jamais à l'abri d'une rébellion, t'es jamais à l'abri que tu te fasses voler quelque chose, t'es jamais à l'abri d'être contraint par une classe supérieure. Ouais. Enfin, t'es jamais serein, quoi. C'est ça. Il peut toujours t'arriver un truc. Et pourtant, il faut arriver à destination et survivre tous ensemble. Tous ensemble, ouais. Et, ouais. Et ça, c'est un vrai challenge. Et oui. Et oui. Et oui, oui. Et du coup, bon, pour changer un peu de sujet, à propos des autres projets que vous avez, en plus de transpersonnel, vous avez des petites... Eh bien, je pourrais pas vous... Ouais, je pourrais pas vous montrer la boîte parce qu'on l'a envoyée là il y a peu. Alors j'en ai une, mais elle est blanche parce que j'ai pas collé le visuel dessus. Mais effectivement, on a Skate Legend qui arrive cet été, qui est un jeu de Anthony Perron qui est à Taïwan, qu'on salue. Oh, bien. il arrive où? Qui En boutique directement. Ah, en boutique directement, celui-ci. Donc de Anthony Perron et de Corentin Lebras, qui est un jeu de stop ou encore dans l'univers du skateboard où en gros, pour vous faire le petit pitch, parce qu'on en est un peu fiers, moi je l'aime bien, la légende du skate prend sa retraite et organise un tournoi pour déterminer qui sera la nouvelle légende du skate à sa place. Donc il fait venir les meilleurs skateurs du monde autour de ce tournoi-là, donc autour de la table, et le but va être de réaliser le plus bel enchaînement de skate possible, et donc de gagner enchaînement de figures de skate de tricks. Et donc donc là si on jouait tous les quatre, chacun... Mais c'est quoi le support de jeu? Des dés? C'est des cartes. Des cartes. C'est des cartes, ouais, c'est que des cartes. Ça, les cartes, je peux vous montrer. Oui, vas-y. Tiens, hop, regarde. Parce que la boîte, je l'ai. Et en plus, c'est mobile comme vidéo, ça c'est fou. Incroyable, regardez. Non, bah regarde, je viens. J'ai juste pas collé le visuel de la boîte, mais elle sera toute petite. C'est le visuel final. C'est le visuel final, voilà. C'est des parties pré-artistiques. Et hop. Donc c'est des petites cartes comme ça. Ah, mais du foil. Ah oui, il y a du foil. Alors ce sera pas full foil comme ça parce qu'en fait on voit pas bien. J'ai mon œil d'enfant là qui réagit. Ah ouais. Bah en fait, Pokémon. Les Dragon Ball ou Skate Legend, c'est pour ceux qui l'ont connu, c'est un vrai clin d'œil au Tony Hawk de PlayStation. Ouais, c'est ça, c'est ce que je t'ai dit. Exactement. C'est complètement ça. C'est complètement ça où en fait on a deux pioches pendant la partie, soit donc stop ou encore soit on s'arrête et on valide notre enchaînement, soit on prend le risque on continue en prenant le risque de tomber. Et à chaque tour du jeu, je vais dévoiler l'une des cartes. Et si je dévoile dans mon enchaînement 3 fois la même couleur, donc c'est 3 fois le même style de tricks, je tombe. Ou si dans mon enchaînement j'ai 3 fois le skate cassé, le skate cassé, c'est le matos qui a pété, donc je tombe aussi. Et donc si on tombe, on défausse tout, on sort de la manche, et la manche s'arrête quand il ne reste plus qu'un joueur sur sa planche. Là, tu vois, là c'est mon jeu préféré. Et là j'ai envie de l'acheter alors en se regardant sur la... Et c'est des parties ultra courtes. Ouais. En regardant sur le site là avant qu'on vienne, je m'étais dit, j'avais déjà regardé plusieurs fois ce truc, mais je m'étais dit bon, ouais, ça c'est Tony Hawk, le skate, c'est pas forcément mon style et tout, mais le principe du stop ou encore et l'allusion que tu fais à Tony Hawk's Pro Skater sur PlayStation, et ben là ça me donne vraiment envie C'est pas du tout mis à jour sur le site. de l'acheter. Je bosse sur la page du site. D'ailleurs, j'avais une question par rapport au site. Est-ce que, oui, on la voit sur l'image. Est-ce que ça fait partie du logo de Rose et Noire Édition ou est-ce que c'est du teasing pour un jeu dans un univers le truc bleu, là avec les tentacules dans le monde de, je sais pas, Victor Hugo ou Non, pas vraiment. C'est du ou branding, Nemo. en fait. Non, ça fait partie de l'identité visuelle. Ça fait partie du logo. Ouais. Là, je vais me permettre de répondre aussi. Rose Noire Édition, pourquoi Rose Noire? C'est un gros clin d'œil à ma famille qui c'était des marins plaisanciers. Et mon grand-père avait des bateaux, des voiliers, qui s'appelaient Rose Noire. Ah. Donc, c'est un beau clin d'œil que je voulais faire à ma famille là-dessus. Ouais. Et donc, c'était des bateaux, c'est des marins, c'est sur l'eau. Et comme nous, on se veut pirate qui vit des aventures et qui propose des aventures, quelle plus belle aventure que de se battre contre le Kraken. Ouais. Et donc, effectivement, notre image sur le site, c'est le Kraken qui nous attaque. Je vous ai dit, c'est peut-être Mais... Ouais, peut-être un jour. Pourquoi pas. Bientôt un jeu de pirate, peut-être.
Oui. On nous en a proposé. On a des protos de Oui, pirates. oui. Ah ouais. Oui, En oui, quel oui. style On a eu, là, à Cannes, ou en- à Cannes, on a eu en des game. propositions de plein de choses incroyables. Et on n'a pas encore pu se poser vraiment ne serait-ce que nous en rediscuter, parce qu'on avait la campagne à préparer et à lancer. On ne peut pas se disperser partout. Bah non, là, il fallait qu'on reste focus sur ça. Mhm. Mais très bientôt, on va pouvoir se poser, après quelques petits jours de vacances. Excusez-nous, les gars, après la campagne, il va falloir... on ne répondra pas aux commentaires après la campagne. Voilà, silence radio, et nous en voulez pas, mais on fera dodo. Mais après, on va choisir on va choisir les projets qu'on veut. Si les auteurs veulent travailler avec nous aussi, hein, c'est pas, ça marche dans les deux sens. Et oui, on nous a proposé plein de thèmes hyper cool. Et on verra où on va, quoi. Mais en tout cas, voilà, on a Transpersonnage en ce moment en KS. Skate Legend qui lui arrive en boutique cet été. Ouais, en juin, juillet, on espère, surtout en termes de prod et de livraison, ce genre de choses. On est en train de travailler sur un autre jeu avec Samuel et Antoine, c'est deux jeunes d'une école avec qui on a bossé l'année dernière. On leur a fait faire un workshop. Donc on a fait une game jam en fait avec eux en 48 heures. 48 heures pour créer un jeu de société. La contrainte qu'on leur a donnée, c'est vous devez nous expliquer les règles en 5-10 minutes, grand maximum, et que des cartes. Débrouillez-vous, le gagnant, on l'emmène avec nous à Cannes. Donc ça leur a mis la pression, mais c'était voulu. On a eu des super propositions, on a eu 7 projets proposés quand même, donc on était hyper contents parce que le concept a pris dans l'école. Et on en a sélectionné un. Le jeu s'appelle Mori pour l'instant. Et en gros, il est en plein développement maintenant. Maintenant qu'on a fini, entre guillemets, la Transpersonnage et Skate Legend, là, on va passer sur le dev de Mori. Et en gros, ça va être aussi un jeu asymétrique. On aime bien ce côté-là. Sauf que là, il y en a un qui va incarner Mori, le dieu de la destruction, qui a pour but d'anéantir, de régner sur la Terre et d'anéantir les humains. Et en face de Mori, on va avoir de 1 à 3 divinités qui vont, elles, envoyer leurs champions pour contrecarrer les plans de Mori. Donc c'est 2 gameplays complètement différents, de 2 à 4 joueurs, où en gros, là, on est joueur de jeux vidéo aussi, donc on s'inspire aussi de d'autres médias. Nous, on se veut transmédia. Hein. Oui, ce que je disais sur le site. On aime les différents médias. Il y en a qui sont exclusivement l'un ou l'autre, mais quand même, c'est 2 médias qui se croisent. Exactement. Et là, en gros, on va dire que le clin d'œil, c'est plutôt les Diablo. C'est assez d'ailleurs d'actualité, parce que j'attends le 4, là, le 6 juin, de ouf. Il arrive là bientôt. Ouais, je sais, j'ai les copains qui sont déjà qui ont passé le week-end sur la bêta. Et j'ai pas pu. Bref, c'est un scandale. Parce que je suis papa aussi. Je suis papa aussi de 2 enfants, et du coup, le samedi, par exemple, je suis nounou. Voilà, j'enlève ma casquette d'éditeur et je suis nounou. Mais là, Mori, ça va être un petit peu un espèce de clin d'œil à Diablo, où on va avoir 5 salles, où on va avoir dans chaque salle des différents monstres qu'on va devoir combattre et vaincre. Si on ne les bat pas, Mori gagne des nouveaux artefacts qui vont le booster, etc. Et on doit, à la fin des 5 salles, affronter Mori, qui, lui, pour jouer, va devoir puiser de ses points de vie pour pouvoir envoyer ses troupes. Donc, en fait, c'est une des seules manières de lui diminuer ses points de vie pendant tout le début de la partie. C'est comme ça, parce qu'on ne peut pas l'atteindre directement. Enfin, Alors, c'est quel niveau de jeu? On parlait d'initié plus, on est sur quoi? Là, on est sur de l'initié. Okay. On est quand même dans de l'initié parce qu'il y a une profondeur stratégique qui est vraiment assez palpable, parce qu'en début de partie, il y a une phase de deck building un petit peu où Mori va sélectionner parmi, je crois, 7 factions différentes de monstres son deck. Et en amont, les divinités, les autres joueurs qui seront contre Mori, eux vont devoir sélectionner. Alors on a joué à 2 l'autre jour, on était 2 contre Mori, on a sélectionné 12 champions. Et en fait, on étale nos 12 champions sur la table devant nous, face visible pour tout le monde. Et à chaque tour de jeu, on décide qui y va dans la salle. Donc c'est hyper intéressant parce que ça va varier le gameplay et la façon de jouer à chaque tour de jeu. C'est hyper intéressant et on va contrôler. C'est prometteur, ça donne envie. Ouais. L'autre jour, j'ai dû filer parce que j'ai dû aller chercher mes enfants. Mais j'ai pas pu terminer la partie et ça m'a vraiment frustré parce que j'avais envie vraiment de continuer, quoi. Donc là, on est en plein déménagement. Pas du tout.
Non, pas du tout. Absolument pas. On est en plein développement, par contre, pas déménagement. Aucun rapport. Je ne veux pas déménager. Je suis très bien ici. On n'a plus de café, c'est pour ça. Ouais, c'est ça en fait. Le grand drame, c'est qu'on n'a plus de café. On a proposé à ces messieurs du pour café commencer un entretien, là, ça a manqué. qu'on n'avait pas. C'est quand même assez peu probable, ça. C'était une scène de film. Ouais. Du café, non, on en a pas. Bon, merci quand même. C'est vrai, cette invitation pourrie, quoi, de ouf. Et donc ça, c'est nos prochains projets. Et ensuite, là, on peut pas trop se prononcer parce qu'on n'a pas encore une vision assez claire, mais on a plein d'envie, en tout cas. Ouais. Voilà, ça, On sent l'enthousiasme. ouais, on adore. Enfin, c'est merveilleux ce qu'on vit, quoi. Au-delà du fait que ça marche ou pas, enfin, l'industrie, l'univers dans lequel on baigne et on est, c'est top. Ouais, C'est vraiment agréable. Ouais. Voilà, pardon, j'ai été très long. Non, mais c'est bien. Et est-ce que si des auteurs ont des idées, est-ce qu'ils peuvent vous contacter? Je pense notamment à Nico, parce qu'avec Nico, on a c'est vague pour l'instant, mais on a des projets on en achète plein aussi des jeux parce qu'on étudie les mécaniques et qu'on a envie de créer un jeu. Donc, c'est moi qui reçois les protos, donc je peux y répondre. Eh bien, nous avons un mail qui s'appelle letscreate@weareroseNoir.com, qui est fait pour. Voilà, il est vraiment fait pour. L'idée, c'est que nous, on a un mail exprès comme ça, on répond à tout le monde, à tous les auteurs. Même si la proposition ne nous intéresse pas, on répond quand même et on explique pourquoi. Parce que voilà, on a envie quand même, nous on n'aime pas être ghosté, donc on n'a pas envie de ghoster les gens. Voilà, donc on n'a pas envie de ghoster les gens. Et donc effectivement, il y a ce mail-là. On est toujours à l'écoute, voilà. Après, nous on est beaucoup sur le feeling, on n'est pas forcément sur le truc qui va cartonner commercialement ou qui est déjà abouti. Nous on aime bien prendre un projet qui est en train d'être développé, parce qu'on aime bien travailler avec les auteurs dessus. Ça ne nous intéresse pas de prendre un projet qui est fini à 100%. Non. En fait, c'est pas le. Vous n'êtes pas juste éditeur, vous êtes créateur et vous voulez. Ouais, on veut vraiment être créateur. En fait, moi, ce que je disais à Nico, c'est que si je récupère un projet qui est fini, en fait, j'ai pas de boulot. Oui, tu vas apporter ta plus-value en fait. Ouais, voilà, moi j'ai aucun taf à faire. C'est ce qu'on disait. Sinon, c'est de la localisation. Sinon, c'est de la loca. Voilà. Et selon le projet qu'on te propose, c'est savoir comment tu te places sur ce projet. Oui, aussi, c'est ça. C'est ça. Il y a aussi un truc où, moi, par exemple, je me suis rendu compte que j'aime beaucoup plus bosser les projets initiés et experts. Nico a plus de facilité avec le grand public, par exemple. Donc, c'est pour ça que Skate Legend, c'est toi, et Transpersonnage, c'est moi. Parce que, voilà, après, c'est des envies et beaucoup de feeling. Mais après, rien n'empêche d'aller explorer d'autres pistes. Nous, on est toujours très à l'écoute et on est aussi beaucoup subjugué parce qu'on reçoit à Cannes. C'était très professionnel ce qu'on nous présentait. Il y avait de la vraie qualité dans les protos. Même dans le off, même dans le off, qui aiment bien travailler leurs illustrations, leurs présentations. Malheureusement, le off, moi, j'ai pas pu tester des jeux d'auteurs. Je suis juste passé au off pour faire un coucou à Jean-David, que j'embrasse, qui est de la Fabrique des auteurs marseillais, qui est un auteur de jeu, du coup, pour tester son jeu, parce que je le connais personnellement, donc c'est juste pour le voir. Mais oui, même au off, à Cannes, c'est dingue. Le nombre de protos qu'il y a et la qualité des protos, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait il y a encore quelques temps. Ça n'a rien à voir, et c'est formidable. Pourquoi aussi? Parce qu'aujourd'hui, il y a une actualité ludique qui est de plus en plus florissante, il y a de plus en plus de jeux, et donc pour être édité, il faut sortir encore plus du lot. Déjà, nous, pour que nos jeux soient visibles, il faut sortir du lot, donc on est obligé d'être encore plus professionnel, de travailler encore plus les jeux. Forcément, ça coule aussi sur les auteurs. Pour qu'ils puissent... Et même le Kickstarter, au-delà du financement, c'est aussi une plateforme de communication. C'est qu'on lance un projet, on va en parler, et des fois ça sort en retail, mais il n'y a pas eu forcément la communication ou les échanges qui étaient nécessaires pour faire connaître le jeu. Sûrement, clairement. Ça, c'est une évidence. Mais... En fait, pardon, je te coupe. En fait, il y a un premier travail de com pour le KS, par exemple pour Transpersonnage, mais il y aura évidemment un deuxième travail de retail. Où une fois que le jeu est connu sur KS, maintenant qu'il est en retail, il faut le montrer et en parler. C'est pas parce que le jeu a été financé qu'on le présentera plus en festival. Au contraire, c'est parce que le jeu a été financé et qu'il va sortir en retail qu'il faut le montrer pour dire aux gens, là, il est dispo là. Allez, il faut y aller là, faut aller l'acheter. Et pour le faire tester et pour lui donner encore une belle vie. Donc non, ça s'arrête pas là. Et brièvement, mais au niveau de votre parcours, finalement. Voilà, les parcours, c'est la partie la plus chaotique. Cette partie, elle est très chaotique. Préparez-vous, c'est très chaotique. Alors, moi, elle est extrêmement chaotique, ma partie. Alors, à la base, moi, j'ai fait un IUT informatique. D'accord. Que j'ai officiellement arrêté. Ça, c'est la version pour mes parents. En fait, je me suis fait virer. Coucou, monsieur Madame Latour. Bonjour. Ma mère regarde
tout sur le projet Transper Stage. Donc elle va sûrement tomber dessus, donc coucou maman. Donc on peut le laisser. En vrai, elle est au courant. Au bout d'un moment, elle devait. Au bout d'un moment, elle devait le savoir, quoi. Non, au bout d'un moment, tu dois dire les choses. Non, effectivement. En fait, bon, je me suis viré parce que j'allais pas au partiel, parce que c'était le samedi matin les partiels, et que le samedi matin, moi, je fais quoi? Je dors, parce que le vendredi soir, je fais quoi? Mais je vais faire la fête. Voilà. Mais oui, c'est ça. Et oui. La bonne idée. Voilà, exactement. Non, donc j'ai fait ça. Donc j'ai arrêté ce parcours-là. Je suis allé bosser dans le cinéma. D'accord. Parce qu'à la base, quand j'étais encore au lycée et fin collège, j'ai commencé un parcours dans le cinéma, pas en tant que professionnel, mais en tant qu'amateur, donc autodidacte. Et j'ai rencontré des personnes, parce que je faisais les trucs pendant l'été, les vacances scolaires autour du cinéma, et j'ai rencontré des personnes qui travaillaient dedans. Et du coup, j'avais pu me former et rencontrer ce milieu-là. Donc, après l'IUT informatique, j'ai pu travailler dans le cinéma pendant un moment. Je m'occupais beaucoup de la partie visuelle. Donc, le titre officiel, attention, hein, ça va être très barbare, c'est assistant opérateur image. Ça, c'est le titre officiel. Oui. Voilà. Mais en gros, j'étais derrière la cam. Tu faisais le point. Soit le point, soit je faisais la cam. Ah, t'as connu, c'est magnifique. Ou alors tu fais les lights. Enfin, en fait, tu fais tout le visuel. Ce qui est intéressant, c'est que j'étais pas sur des grosses prods. Donc, en fait, t'es un peu polyvalent là-dedans. Et donc, tu fais beaucoup de trucs à l'image. Donc, tu fais aussi la lumière. Tu bosses avec le chef opérateur. Donc, c'est la personne qui va gérer les lumières, l'ambiance de la scène, etc. Et donc, c'est super intéressant. Je réalisais aussi les making-of sur les tournages. Et je faisais les photos de plateau. Donc, c'était aussi très cool. Et ensuite, au bout d'un moment, mes parents ils m'ont dit bon, c'est bien gentil tout ça, mais maintenant, on a envie d'être rassuré et que tu continues des études. Fais un vrai métier. Voilà, ce que je comprends. Et si mes parents ne m'aimaient pas, ils m'auraient dit continue là-dedans, car. Vas-y, fonce. Voilà, exactement. Et du coup, je suis rentré dans une école qui s'appelle le CV Digital. C'est une école de design en fait, et donc j'ai fait du design graphique, design web, et aussi beaucoup de gestion de projet. Donc c'est pour ça que j'ai aujourd'hui ce poste-là. J'ai continué avec un master UX UI design, et là en fait je suis en alternance en fait chez Rose Noir, mais je suis dans ma dernière année d'études en master UX UI design. Donc je reste chez Rose Noir l'année prochaine. On continue après les études, mais voilà un peu pour mon parcours. Donc il est beaucoup de choses un peu chaotiques, mais en fait quand tu regroupes un peu tous les pôles, tu te rends compte que j'aboutis à ce milieu-là en fait, à cette logique-là de gestion de projet, appétence pour le cinéma, donc pour l'image, le design, l'ergonomie, c'est l'UX, pas du temps perdu, c'est une expérience. Il y a aucun temps perdu. Informatique, c'est ça exactement. En fait, informatique, c'est l'algorithmie. Informatique, je pense que je pourrais être bon à Turing Machine, tu vois, par exemple. Mais non, effectivement, en fait, quand tu recoupes un peu tout, tu te rends compte que tu arrives ici, quoi. Voilà. Et ça permet aussi, donc par exemple, j'avais réalisé la vidéo d'explication des règles. Ça permet d'avoir, en fait, cette vidéo, je l'ai montée très rapidement. Et merci. De faire ça proprement. Merci. Tu vois, j'ai fait en sorte, je suis plutôt content du résultat parce que j'ai fait en sorte que ça soit clair, compréhensible, bien monté, fluide. Mais du coup, c'est ce parcours, par exemple, dans la vidéo qui m'a permis d'avoir ça. Alors que de base, c'est pas mon taf. Moi, de base, je développe des projets de société. Mais ça permet de faire ça. Oui, ça te permet d'aider en communication, de pouvoir t'exprimer clairement sur le sujet et de présenter proprement. Complètement. C'est ça. Voilà. Et toi, Nicolas? Et moi, Alors. Alors moi, à la base aussi, je viens de l'informatique. J'avais fait une école d'ingénieur en informatique. Alors je suis presque ingénieur en informatique puisque je vais arrêter au bout de 4 ans. Alors moi, on ne m'a pas viré. Je me suis auto-viré de tout ça. J'ai arrêté, je dynamitais tout mon parcours. J'étais en alternance et j'ai dit j'en ai marre. Voilà. Donc j'arrête tout. Il me restait 1 an d'études pour être diplômé. J'en ai eu marre. Je suis parti en Australie, comme beaucoup de personnes à cette époque-là, c'était en 2010 à peu près. J'en connais un qui a fait ça. Ouais, moi j'en connais. Vous êtes peut-être croisés. Ouais, c'est possible. Ouais. Bon, on est parti, on était quand même 5 potes, donc c'est vraiment. Ouais. Bon, on en a laissé un sur place, mais donc j'ai fait ça. Et en rentrant d'Australie, parce que c'était juste un voyage un peu long, il fallait que je bosse. Et que je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Donc j'ai bossé dans le commerce à Decathlon. C'était une expérience hyper intéressante. Et surtout, grâce ou à cause de mon parcours scolaire et d'études, j'ai un pote qui m'a proposé de le rejoindre dans son aventure entrepreneuriale à lui pour gérer la partie e-commerce, donc gérer tout le site web, etc. Donc au début, ok, pourquoi pas. Et puis, cette petite fibre entrepreneuriale, ça a commencé à me titiller vraiment. Il se dit vas-y, je m'implique un peu plus, puis un peu plus. En te plongeant dedans. Et en me cassant bien la gueule surtout. Mais ça fait partie de l'aventure entrepreneuriale.
Donc on s'est un peu foiré, mais on a vécu une aventure de ouf. C'était vraiment hyper cool. On importait des coques de téléphone d'une marque américaine et pour le boulot, on a quand même dû aller à Los Angeles. C'est-à-dire, il y a pire. Il y a pire. On a loué une Mustang. Vous avez souffert. Hein. Alors non, T'es pas Dodge... juste assis le cul devant ton ordinateur. Non, voilà, non, pas une Mustang, une Dodge Challenger qu'on a... Vous avez sacrément Voilà, c'était compliqué. T'imagines avec une Dodge Challenger, tu veux une coque de téléphone. Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu bizarre le truc. Mais donc ça a été la première expérience. J'ai dit, je veux une coque. Je veux une coque de téléphone, c'est quoi? C'est un iPhone 4? Attends, bouge pas. Mais... Et donc après, quand ça s'est arrêté pour X raisons, on s'en fout d'ailleurs, j'ai un autre contact qui, pareil, m'a demandé de l'accompagner dans un projet de site web, là, pur et dur. Et je me suis occupé pendant un an du développement du site. Moi, ça a été une autre expérience entrepreneuriale. Je me suis moins impliqué personnellement parce que je ne voulais pas aller au bout de ce... Enfin, j'ai fait ma mission, entre guillemets, de 0 à il y a un site qui sort. Mais... j'ai arrêté à ce moment-là parce que là, dans ma vie perso, ça tournait un peu en rond et que le burn-out était là. C'est pas qu'il était pas là. Non, j'ai fait un burn-out en fait. Enfin, j'ai fait un bore-out, ce qu'on appelle, où je m'ennuyais profondément dans ma vie. Et du coup, j'ai... La Challenger te suffisait pas? Non. Ouais, mais je l'avais plus là, à ce moment-là. Tu vois. C'est ça qui fait. C'est pour ça en fait. Je crois que j'étais... Il y a eu un choc d'un coup. Ouais, putain. Je passe d'une Challenger à rien. Et à une Twingo. Ouais. Ah, attention, j'adore la Twingo. C'est vraiment une voiture que j'aime beaucoup. J'en ai eu 2. Mais c'est pas la même chose. C'est pas la même. C'est pas la même expérience. Quoi. Non. Mais ça a été une autre expérience entrepreneuriale sous une autre forme. Et j'ai vraiment adoré ça, le côté créer un projet, monter une boîte, créer quelque chose, quoi. Suite à ça, moi j'ai eu un accident de moto qui a beaucoup changé ma vie. Bon, ça tombait bien, c'était la sortie de Diablo 3, donc j'ai tué le jeu, c'était génial. Il y avait un bon prétexte pour y jouer. Là, j'étais en fauteuil roulant, donc j'avais pas le choix, c'était parfait. Et donc j'ai tué le jeu, mais ça m'a aussi surtout amené à pas mal de réflexions autour de ma vie. Et quand j'ai pu être réparé, plus de béquilles, les machins, etc., je voulais être pompier volontaire à l'époque et j'ai été refusé parce qu'ils ne prennent pas des gars qui n'ont pas de boulot, parce qu'on ne peut pas dépendre financièrement des pompiers. Sachez-le, si jamais ça vous intéresse. Ouais. Et ça m'a saoulé. Je me suis dit, putain, j'ai du temps, je veux juste en faire profiter et servir à quelque chose et je peux pas. Ça m'a saoulé. Et du coup, j'ai tout quitté, tout lâché. Je suis parti vivre dans le sud. J'ai été engagé à l'Apple Store d'Aix-en-Provence, où j'y ai travaillé pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, ça me manquait un peu l'aventure entrepreneuriale et j'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce que je pourrais faire d'autre et dans quelle aventure je pourrais me lancer. Et c'est là où est venue l'idée de faire un jeu à la base sur les startups. Parce que c'est un milieu que j'adore, l'entrepreneuriat et les startups à la base, et le jeu aussi. Donc je me suis dit, tiens, on va essayer de croiser les deux. À la base, je voulais faire un jeu vidéo. C'est quand même... Enfin, un jeu vidéo mobile. C'est plus compliqué en termes de finances, en termes de moyens à déployer. Et en faisant les règles, j'ai fait des petites cartes pour commencer à bosser les mécaniques. Et je me suis éclaté, en fait. Je me suis dit, putain, c'est génial, quoi. C'est vraiment hyper cool de toucher du matos. Enfin, c'est toute la discussion qu'on a eue tout à l'heure. Et j'ai bifurqué pour faire un jeu de société. Et c'est là où après, Rose Noire est née, quoi. Alors c'est un parcours bien sûr qui est le tien, qui est complètement atypique. Et c'est vrai que cette approche du jeu de société, moi je connaissais les jeux de société classiques, après en passant au jeu de plateau et jeu de rôle. Après j'avais complètement pas suivi ce qui se passait en actualité du jeu de société. Mais pareil. Et pourtant le jeu vidéo, j'avais suivi toute l'évolution, la progression, toutes les sorties. Et c'est après donc Guilain et Nico qui se sont mis à acheter des jeux et j'ai redécouvert un nouvel univers de jeux de société. Qui reste jeux de vidéo d'ailleurs. Et qui non, plus acheter du tout. On peut pas tout faire non plus. Après on a un temps limité. Mais au-delà du budget, le temps, on peut pas tout faire. Voilà, on se consacre davantage aux jeux de société. Comme tu dis, c'est le plaisir d'un coup si on a l'occasion de ramener un peu ses copains, de pouvoir jouer, d'avoir du matériel en main et une nouvelle approche ludique qui manquait d'un coup. Mais complètement. Et c'est vrai qu'on a une époque où on passe beaucoup plus de temps pour travailler et pour jouer sur les écrans. Et avec le Covid qu'il y a eu, cette volonté de sortir un peu de cette routine. C'est exactement ça. Et moi qui suis justement, qui vient du milieu du digital, tech, en tant qu'informaticien, j'en avais marre du tout digital. Et de me retrouver avec du papier physique, du carton, des cartes, des trucs à avoir dans les mains, j'ai adoré ça en fait. Ouais. J'ai vraiment adoré ça.
Donc voilà. Et t'es pas le seul. Rose Noire est né. Et pour le côté chaotique, j'ai oublié que moi, j'ai pas mon bac. Voilà. Oui, c'est vrai. Je suis un sans bac plus 3 à la base. Oui, c'est vrai. Et un échec scolaire qui finalement se termine bien. Donc c'est plutôt cool. Voilà. Des échecs qui sont des apprentissages. Mais ouais, c'est ça. qui En amènent fait, vers c'est d'autres surtout choses. ça. C'est surtout ça. C'est que t'apprends en te cassant la gueule, hein, de toute manière. Bien Est-ce que on peut l'acheter quelque part, ton jeu sur les startups, justement? Il doit être présent. Il est présent à la crypte du jeu. Ouais. Maintenant, Start Them Up, j'en suis le co-auteur avec Nathan, qui est aussi co-auteur et associé à Rose Noire d'ailleurs. Mais en fait, j'ai voulu mettre beaucoup de choses dans ce jeu parce que c'était notre premier et qu'il y avait plein de choses à dire. Il y a 5 modes de jeu, on peut jouer de 1 à 4 joueurs. Enfin, il y a plein de choses et en fait, il y en a trop. Et ça, c'est une des erreurs qu'on a faites. Voilà, On l'erreur veut du trop premier bien jeu. faire trop de choses. Ouais, à vouloir bien faire, on a trop fait. Et je me souviens que j'avais rencontré Antoine Boza, d'ailleurs, et la team Kaedama à la genèse de ce projet, qui m'avait un peu aidé et aiguillé. Et je me souviens d'une phrase d'Antoine qui m'avait dit, tu sais d'ailleurs, d'abord, dans un jeu, tu vas en mettre beaucoup. Et après, il faut surtout élaguer. Il faut en enlever beaucoup. Et on n'a pas suffisamment enlevé parce qu'on voulait proposer plein de choses, mais on en a trop proposé. Donc finalement, l'expérience de jeu, à certains moments, en fait, elle est bancale. Et on s'en rendait pas compte parce qu'on n'avait pas la même expérience qu'on a aujourd'hui, hein, ce qui est normal. Ouais. Donc, En une seconde, on s'en rendrait compte. ah oui, j'y ai rejoué en octobre avec Anto, Ouais. donc le co-auteur de Skate Legend, parce qu'il voulait absolument le tester. Et direct, on a vu, on a tout, on a dit, ok, donc, ça va pas, ça en fait, c'est bancal. On va le ressortir dans une version. Peut-être plus light. Pourquoi pas. Après, on y avait pensé. On a un moteur de jeu parce que c'est un deck building avec une mécanique qu'on a appelé, nous en interne, entre guillemets, du reverse deck building. Parce que le problématique du deck building, c'est qu'à un moment donné, tu achètes plein de cartes, tu montes ton deck à toi, et puis ce que tu achètes, finalement, tu le joues jamais. Oui, quasiment pas. Quasiment pas. Il faut épurer le deck. Voilà, parce qu'il y a moins de mécanique d'épuration, ou alors tu la comprends pas tout de suite que c'est hyper important d'épurer. Nous, dans Start Them Up, d'entrée de jeu, il faut épurer parce que c'est comme ça qu'on gagne des points de victoire, en gros. Parce qu'on achète des actions qu'on a dans la main, qui nous apportent des nouvelles ressources et des effets, mais qui nous apportent aussi des points de communauté, puisque c'est les points de victoire dans le jeu. Comme on monte un projet de start-up, il faut qu'on gagne en termes de communauté. On ne parle pas d'argent dans le jeu, c'est une volonté. Et pour gagner ces points de communauté, il faut valider la carte. Donc en gros, j'ai terminé mon action, j'ai terminé la tâche à faire que j'avais en cours. Et donc on la sort de notre jeu, on la sort de notre main. Et donc on épure la main et ça nous permet de recycler très rapidement. Et généralement, le jeu se joue avec un flux tendu de cartes qui rentrent, qui ressortent, qui rentrent, qui ressortent. Donc c'est hyper intéressant. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment hyper intéressant. Mais autour, il y avait trop. Et peut-être qu'un jour, on le ressortira. Je ne sais pas si le marché accepte aussi ce thème qui est quand même très clivant dans le milieu du jeu de société, quoi. Ça, c'est vrai. fonctionne bien dans QE. Je ne sais pas si tu as déjà joué. QE. Non, ça, c'est C'est de l'enchère avec des actions où on pose ses prix librement et finalement il va se créer une espèce d'écosystème, chacun va rehausser un peu les prix et il y a un perdant, celui qui aura trop misé. Le premier qui arrive à la banqueroute, en fait, qui met trop haut, Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que malgré le fait qu'il ait plein de problèmes, ce jeu-là qu'on a identifié, et pourtant le jeu a été nommé en octobre au prix Octogone Initié. C'est vrai. Pour une raison Comme quoi inconnue. On avait la flemme d'aller à la cérémonie de récompense, mais on y allait parce qu'il fallait quand même y aller. Fallait quand même y aller, c'est un vrai honneur. Mais au début, on était en mode, mais qu'est-ce qu'on fait là, nous vraiment. Mais non, mais on était dans la même catégorie que Radlands. On était en mode, mais qu'est-ce qu'on fait? On était en mode, mais qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là à côté de Radlands? Vraiment, je connais pas un autre éditeur en France qui est là, mais qu'est-ce que je fais là à côté de Radlands? Mais bon, c'est une autre histoire. Et en fait, je me rends compte d'un truc, c'est que en fait, malgré tous ces problèmes, le jeu est quand même très lié mécaniquement et thématiquement. Quand vous explorez le jeu en profondeur, il y a beaucoup plus de mécaniques à découvrir. Et en fait, on se rend compte que les mécaniques sont très liées à la thématique. Et en fait, ça, c'est quand même un truc, depuis même le premier jeu, même qui ne marche pas, on a toujours fait ça, en fait. Que toutes les mécaniques soient liées aux thématiques. C'est un truc de fou. C'est tellement important. Il y a des jeux, je pense au Château de Bourgogne, ça marche. Ça marche, mais un jeu comme Barrage, un jeu comme Barrage où la thématique est alliée à la mécanique, donc permet de mieux comprendre pour un système unique.
Et en fait, très je... appréciable. En fait, je me rends compte que là, pour l'instant, dans tous les jeux qu'on a édités ou qui sont en cours d'édition, en fait, la thématique est ultra liée à la mécanique et inversement, quoi. Les deux sont très liés. On réfléchit Donc, autant vraiment continuer comme ça. Soit on a un moteur de jeu et où est-ce qu'on l'emmène, soit plus souvent même on a une thématique qu'on a envie de parler, dont on a envie de parler, qu'on a envie de traiter. Et ok, qu'est-ce qui va coller comme mécanique à cette thématique? J'ai entendu ça assez souvent des créateurs qui disaient qu'ils partaient d'une thématique pour ensuite essayer de construire quelque chose. Nous, pour l'instant, on est beaucoup plus comme ça. Pour l'instant, on est beaucoup plus thématique. Comme ça. Ouais. Alors quand l'idée vient le de nous, thème vous Quand porte. on a des protos, l'inspiration. ça, celui de Léo par exemple, on a des protos où il n'y a pas spécialement de thématique, Ouais. mais il y a un moteur qui nous plaît, il y a un truc qui nous plaît, et on verra ce qu'on pourrait y apporter si jamais on travaille dessus. Mais le thème est hyper important pour nous, puisque, comme on disait tout à l'heure, si on devait avoir une ligne éditoriale, c'est pas de faire du jeu grand public ou du jeu expert ou initié, on a envie de tout faire, mais on veut surtout raconter une histoire. Ouais, c'est ça. C'est Comme ça dans qui- le cas de Transpersonnage, Exactement, où la thématique Voilà. se marie au... Et donc, quand ça vient d'un auteur, ça peut venir de la mécanique ou de la thématique, ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, quand ça vient de nous, généralement, c'est la thématique. Ouais. On apporte en premier la thématique, parce que nous, c'est ce qui nous fait rêver, en fait. C'est ça. C'est qu'on est en mode, imagine, il y a un jeu sur les samouraïs, je sais pas quoi. Nous, c'est toujours ça, en fait. On a une idée sur un truc parce qu'on a vu un film ou qu'on a joué à un jeu vidéo ou qu'on a lu un livre qui racontait une telle histoire. On s'est dit, mais ça serait fou s'il y avait un jeu comme ça. Puis on pense au combat de samouraï, on pense à quelque chose déjà, on a une, Ouais, voilà, c'est ça. idée un Oui, peu de ça. l'action. C'est ça. Exactement. On va pas se dire samouraï, un poste d'ouvrier, on peut le faire, mais on va juste compter ses points. Ce serait bizarre, Ça samouraï serait poste un peu d'ouvrier. décevant, on verra. Après, j'attends de voir. Hein. J'attends de Pourquoi voir pas. samouraï poste d'ouvrier, ça m'intrigue. Il y a un défi. Voilà. Bon, écoutez, merci à vous. Merci de nous avoir accueillis. C'était un bel échange. Ouais, c'était un très bel échange. Dernier truc, est-ce qu'on aura la casquette de Rose Noire Édition dans les stretch goals? Parce que je la trouve grave stylée. Tu veux répondre sur la casquette? Non, je sais pas. Brièvement. Non, on va en off. Vaut mieux en off celle-là. Ouais, désolé, mais non, c'est pas prévu de stretch goal d'habits ou de vêtements. Parce qu'on n'y a pas pensé. Ouais, et puis on n'a pas assez le boulard pour ça aussi. Ouais, C'est les backers qui vont prendre le boulard. Ouais, mais après c'est vrai que on s'est fait menacer par 2 personnes dont on taira les noms. Je dois envoyer des t-shirts. Qui sont Wadri et Marie-Jordana, mais on Ah non, je ne dirais pas que c'est Wadri. On est ni Marie. Non, mais on bien terra évidemment, les noms, effectivement, on a été menacés. On a été menacés. Notre intégrité Ça va loin. physique a été mise dans la balance, apparemment. Merci. Merci à vous, les gars. les gars. Eh ben salut à tous, tout le monde. Abonnez-vous. N'hésitez pas surtout à backer sur le excellent jeu, le Transpersonnage. C'est donc jusqu'au 6 avril, je crois, c'est ça? Exactement. C'est ça, jusqu'au 6 avril la deadline. Voilà. Bisous. Ciao.